Messieurs, dames, bonjour. Pardonnez-moi pour le retard. Est-ce que tout le monde m'entend bien sans trop de résonance? Ok, super. On a du mal à régler ces nouveaux équipements. Alors, cette séance peut démarrer immédiatement. Je vais d'abord vous annoncer les pouvoirs. Donc, Ulf Kerwal donne pouvoir à Thomas Watanabe Vermorel. Léa Vaza donne pouvoir à Sylvain Réfaud. Rémi Ferraud donne pouvoir à Éric Algrin. Et Dominique Versini me donne pouvoir. Donc, tous quatre dûment excusés. On passe à la désignation classique de la secrétaire de séance. Et si vous en êtes d'accord, Enora Breton sera secrétaire de séance au titre de son jeune âge, ou en tout cas son plus jeune âge que nous tous, ce qui est pas d'opposition, pas d'abstention. Je vais vous demander, ça devient une habitude, mais cette fois c'est assez copieux, l'adoption d'une procédure d'urgence qui concerne 18 délibérations. Alors on va dire que ça peut s'expliquer aussi en partie par le fait qu'on est... Vous m'entendez pas? Si je me rapproche comme ça, vous m'entendez mieux? D'accord. On va gérer ça comme ça. Donc, pardonnez-moi. Donc, nous avons 18 délibérations dans la procédure d'urgence. Ça s'explique probablement par le fait que les deux conseils de Paris soient particulièrement rapprochés. Néanmoins, j'ai fait remonter une petite protestation auprès de mes collègues en centrale en disant que ça serait bien qu'on puisse avoir les délibérations un peu plus tôt pour se préparer correctement les conseils. J'espère que ça a été en votre nom à tous et j'espère que ça a été entendu. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption de cette procédure d'urgence? Et s'abstient non plus, donc c'est adopté. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge, j'espère qu'il va passer. Nous passons ensuite à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du mardi 20 mai dernier. Il y a eu une légère modification par rapport au PV qui avait été demandé par Élie Jousselin, s'agissant de son intervention dans le cadre du débat sur l'adoption du vœu Blanche Ochédé. Est-ce que vous souhaitez que j'en fasse lecture, Élie? Donc, si personne ne me le demande, je vous propose qu'on vote le procès-verbal ainsi amendé. Qui s'y oppose, qui s'abstient, il est donc adopté. Et je vais, le plus rapidement qui me sera donné, présenter le budget supplémentaire 2025 de l'État spécial du 10e. C'est quand même une délibération importante, donc je vais vous en dire quelques mots. Donc vous vous rappelez qu'on a adopté le 20 mai le compte administratif de l'État spécial de 2024. On n'arrête pas de faire des allers-retours, donc je vous donne quelques petits points de repère. Donc là, il s'agit pour nous de voter le budget supplémentaire pour l'exercice 2025. Dont le montant s'élève à un peu plus de 683 000 €, un peu moins, assez nettement moins même, que le montant du BS 2024, qui s'élevait à plus d'1,3 million. Ce résultat comprend en effet une reprise de 578 000 € sur le budget général au titre de la participation du 10e à l'effort collectif. J'en dirai un mot, je ne vais pas m'apesantir trop longtemps, mais quand même vous rappeler le contexte budgétaire que connaît la ville. Et bien entendu, nous avons l'honneur d'avoir en nos rangs, il n'est pas là, mais il est là, voilà, l'adjoint aux finances de la ville de Paris qui... a eu un exercice qui n'était pas simple à faire cette année, du fait notamment des décisions de l'État, qui a fait le choix de prendre assez largement dans les caisses parisiennes en ponctionnant 275 millions d'euros dans le cadre de la loi de finances de cette année. Un effort d'une portée absolument inédite. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, Paris représente aujourd'hui à peu près 10% de l'effort demandé à l'ensemble des collectivités de France, à lui tout seul.
Ces crédits supplémentaires, donc à peu près 683 000 euros, seront ventilés dans les 3 dotations qui constituent l'état spécial du 10e, encore une fois, pour qu'on puisse se remémorer. Donc, il porte d'abord sur la dotation d'investissement à hauteur de 475 000 euros. Qui permettent la réimplantation des services à la population de la mairie pour améliorer l'accueil des usagers ainsi que le bien-être des agents, et qui portent également sur les projets inter-conseils de quartier pour renforcer l'animation de notre démocratie locale. Ensuite, il porte également sur la dotation d'animation locale à hauteur de 929 000 euros. C'est notamment des crédits qui permettent de poursuivre l'effort soutenu en faveur de nos équipements. Évidemment, alors quelques informations sur cette dotation d'animation locale. Sachez que l'enveloppe d'animation locale et culturelle a été quasiment intégralement consommée, que l'enveloppe de fonctionnement des conseils de quartier, et ça c'est une nette amélioration, a été engagée à hauteur de 70% en 2024. Ensuite, que le budget supplémentaire porte aussi, et donc c'est le troisième chapitre sur la dotation de gestion locale à hauteur de, évidemment c'est la plus grosse partie, presque 9 millions d'euros. Donc 48 000 seront affectés sur la ligne alimentation des crèches qui permettent d'atteindre les 100% d'alimentation bio et durable. 33 000 dédiés aux espaces verts pour l'achat notamment de produits horticoles. Et une augmentation massive des espaces végétalisés dans les rues du 10e. 25 000 euros qui sont dédiés au doublement de la baignade dans le canal Saint-Martin. 20 000 qui sont affectés à la fourniture des petits équipements pour permettre que les petits travaux d'entretien en régie dans les équipements de proximité. 16 000 qui sont dédiés au déménagement de la maison de la vie associative et citoyenne et à l'ouverture du kiosque que nous attendrons depuis un moment, mais qui ouvre à la rentrée prochaine. Voilà, donc le budget, donc pour information, tout le monde l'a bien en tête, mais enfin, pour le budget devant être voté en équilibre, le total du budget primitif et du budget supplémentaire par la ville de Paris à la mairie du 10e représentera 10 376 386,39 euros. Et c'est aussi cette partie-là que nous devons approuver, la somme des deux, ce qu'on a déjà voté et ce qui constitue le budget supplémentaire. Voilà. Alors, peut-être un petit mot en disant quand bien même cet exercice budgétaire est contraint, et objectivement de plus en plus contraint, on a pu continuer, et je vais remercier Paul parce que c'est aussi grâce à son savoir-faire, à maintenir et même amplifier certaines politiques structurantes pour l'avenir de Paris, pour l'avenir et pour nos enfants, qui correspondent à nos engagements, ceux qu'on a pris devant les électeurs, et qui nous permettront de continuer à servir les habitants jusqu'à la fin de ce mandat. Voilà pour cette délibération. Donc, je vous propose simplement que nous puissions passer au vote, si vous en êtes d'accord. Qui s'abstient? Qui s'y oppose? Donc, cette délibération est adoptée. Alors, nous abordons ensuite le Conseil. On a bousculé, avec votre autorisation à tous, l'ordre du Conseil pour pouvoir commencer par une délibération qui nous fait plaisir, attendue par un membre des spectateurs de ce Conseil en particulier.
Il s'agit de la dénomination de l'école Mila-Racine et c'est vous, Élie Jousselin, qui allez la présenter. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Alors, lors de notre dernier conseil d'arrondissement, je disais que la politique de dénomination du 10e arrondissement suivait 3 axes majeurs: féminisation de l'espace public, lutte contre les discriminations, les racismes et l'antisémitisme, valorisation de l'image des combattantes et combattants qui ont risqué leur vie pour la liberté des peuples et pour l'égalité. En proposant de dénommer l'école de la rue Pierre-Bullet du nom de Mila-Racine, nous cochons chacune de ces cases. En effet, née à Moscou le 14 septembre 1919, Mila-Racine émigre en France avec sa famille dans les années 1920. Elle s'engage très jeune dans les éclaireurs israélites de France et participe activement à des actions de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en exfiltrant clandestinement 326 enfants juifs vers la Suisse en l'espace de 2 mois et demi. Arrêtée le 21 octobre 1943 alors qu'elle accompagnait un groupe de 20 enfants, elle est torturée, internée, puis déportée à Ravensbrück et à Mauthausen. Parmi les enfants qu'elle a mis à l'abri se trouvait André Panzer, effectivement présent dans cette salle, et à qui nous devons cette belle idée. André était élève de l'école de la rue Pierre-Bullet. André fut ensuite et est encore le président du Conseil national pour la mémoire des enfants juifs déportés, avec qui nous travaillons si bien et qui nous permet chaque année de nous rappeler aux côtés des élèves du 10e arrondissement l'horreur que fut la Seconde Guerre mondiale, de nous rappeler ces 730 enfants juifs du 10e qui n'eurent pas la chance d'être sauvés par Mila-Racine et furent déportés. Si le règlement intérieur de ce conseil m'empêche et nous empêche de donner la parole à André Panzer, je veux néanmoins lui laisser cette parole en lisant un extrait de son livre « Je suis né dans le faubourg Saint-Denis » qui parle de la déportation de Mila-Racine. Ouvrez les guillemets. Mila, immatriculée numéro 26620, fut déportée à Ravensbrück avec d'autres résistantes. Le 2 mars 1945, Mila, avec 1980 camarades de captivité, a quitté Ravensbrück pour une destination inconnue. Finalement, après 5 jours de voyage, sans nourriture, avec le froid, sans hygiène, elles arrivèrent à Mauthausen. Dans ce camp, un groupe de 12 amis, parmi lesquels Mila, Micheline, Frédéric, Denise Vernet, dite Miarka, sœur de Simone Veil, et Violette firent partie d'un commando de travail chargé de réparer les voies du nœud ferroviaire d'Amstetten, à proximité de Mauthausen. Le 23 mars, lors d'un bombardement aérien américain, 36 déportés âgés de 17 à 53 ans sont tués sous les bombes. Parmi elles, Mila, elle avait 24 ans. Fermez les guillemets. La communauté éducative de l'école Pierre-Bullet a évidemment été informée de cette proposition. L'enfant du 10e que je suis, le petit-fils de Juste parmi les nations que je suis, le petit-fils de Juifs qui ont dû changer de nom durant la guerre que je suis aussi, l'ancien élève du lycée Racine, où tu as d'ailleurs fait poser, cher André, une plaque en 2016 que je suis enfin, ne peut qu'imaginer ton émotion ce soir et te dire notre gratitude que dans la nuit qui est tombée sur la France, pour paraphraser Simone Veil, des lumières comme celle de Mila-Racine se soient allumées. Mila-Racine serait présente ce soir, je le sais. Elle n'aurait pas le sentiment de t'avoir sauvé la vie, mais simplement celui d'avoir juste fait son devoir. Nous savons, nous, que comme à des centaines d'autres enfants, elle t'a sauvé la vie et a permis de faire avancer de nombreux autres combats en te permettant de devenir le président du Comège qui régulièrement va dans les écoles, collèges et lycées parisiens transmettre une indispensable mémoire et porter des combats qui nous sont communs de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-musulman. Je vous remercie de bien vouloir voter cette dénomination. Merci beaucoup, Élie Jousselin, pour ces mots très justes. C'est Kim Cusano qui prendra la parole à votre suite. Bonsoir Madame la maire, bonsoir chers collègues et cher André Panzer, car c'est à vous que je souhaite d'abord m'adresser ce soir. En lisant un extrait de votre livre « Je suis né dans le faubourg Saint-Denis », mon collègue Élie Jousselin a activé cette voix qui est la vôtre et que effectivement vous ne pouvez pas prendre ce soir.
Pour moi, cette voix est celle qui est venue conclure de manière assez bouleversante, je dois le dire, le voyage d'une dizaine d'heures que j'ai fait il y a quelques semaines aux côtés de 5 femmes résistantes, grâce au formidable podcast de Philippe Collin et auquel je pense depuis souvent, car quand on s'engage en politique, ces figures du passé nous engagent et il est, je crois, de notre devoir d'y revenir encore et encore. Mila Racine a sauvé votre vie, mais elle inspire aussi nos engagements. Vous racontiez dans le dernier épisode ce moment où votre vie a croisé celle de Mila Racine et vous évoquiez la chaleur de sa main de passeuse qui a fait d'elle, disiez-vous, une amie sans même connaître son nom alors. Ce dernier épisode, il est intitulé « Le courage en héritage » et c'est bien cela qui nous réunit ce soir. Il s'agit de faire du courage de cette femme résistante, engagée, héroïque, un héritage inscrit dans les murs de notre ville. À travers cette entreprise que nous menons avec grande détermination dans le 10e et à Paris et qui consiste à donner les noms de grandes femmes, souvent méconnues ou oubliées, à nos espaces et à nos équipements publics. Il s'agit de faire du courage de cette femme un héritage à transmettre aux enfants du 10e, comme nous le faisons à travers ces commémorations qui étaient évoquées, ceux qui rejoindront chaque matin leur école de la rue Bullé, ainsi renommée Mila Racine, où vous avez vous aussi appris la République, Monsieur Panzer, mais aussi à tous les autres. Il s'agit de faire du courage de cette femme un héritage en partage, une valeur qui nous inspire par ce qu'elle dit de l'attention aux autres. Pour Mila Racine, ces autres, c'était les enfants, à un moment si trouble de notre histoire commune. Il s'agit de faire du courage de cette femme un héritage à mobiliser à chaque instant dans notre lutte acharnée contre le racisme, l'antisémitisme et contre l'obscurantisme qui grandissent toujours plus. Il s'agit de faire du courage de cette femme un héritage dont nous devons nous souvenir dans nos engagements d'élus, mais aussi dans notre vivre ensemble de citoyens. Mila Racine fait partie de ces femmes que l'histoire a oubliées, précisément parce qu'elles sont femmes, et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale la concernant, elles sont souvent renvoyées à l'image de piliers de la société en arrière du front, dans un rôle domestique ou d'aide aux hommes, combattants ou résistants. Nous aussi, nous pouvons œuvrer un peu, à notre hauteur, à leur redonner la place qui leur est due, à la hauteur de leur bravoure. Nous pouvons être fiers ce soir de réhabiliter la mémoire de Mila Racine, et comment aurions-nous pu mieux le faire qu'en donnant son nom à une école de la République. Le groupe Paris en commun votera en faveur de cette délibération. Merci pour vos mots, Kim, Élie. Je crois que tout ce conseil est ému d'avoir cette occasion de faire avec vous, cher André, ce geste, cet acte dont on mesure tous la portée. Je voudrais peut-être profiter de ce moment, au-delà de l'hommage à Mila Racine, pour vous dire aussi à quel point nous vous devons à vous et à tous ceux qui nous ont accompagnés de la mèche du 10e dans ce travail de mémoire pour l'arrondissement que nous avons fait école après école avec Rémi Ferraud, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir, mais qui m'a demandé de vous transmettre ses pensées. Ce travail de mémoire qui nous a conduit à installer dans chacune de nos écoles des plaques qui ont été contrôlées par vous, travaillées par vous, pour que nous puissions chaque année prononcer le nom de chacun de ces enfants, pour que ces enfants puissent s'inscrire dans la mémoire collective, dans notre mémoire collective et dans la mémoire du territoire, pour que nous puissions, année après année, parler de leur vie, parler de leur trop courte existence, à l'instar de ce que nous avons fait ensemble dans le jardin Villemain en posant cette plaque pour les tout-petits. Ce travail nous a formés, marqués, nous a aussi engagés dans ce travail de mémoire à vos côtés, à votre suite, dont nous nous sentons aujourd'hui tout aussi comptables et responsables, et que nous cherchons chaque jour à transmettre à la fois à nos jeunes collègues, ceux qui nous ont rejoints, maintenant ils sont là depuis quelques années, mais aussi au-delà, évidemment, à toutes les générations d'enfants que nous avons l'occasion de croiser. C'est un moment fort pour vous. Il est, je le sais, l'aboutissement d'un travail important, mais aussi d'un travail de conviction.
et je le suppose un objectif de vie que vous vous étiez fixé parmi tant d'autres. Je suis pour ça profondément heureuse que nous puissions le faire avec vous aujourd'hui. Et nous aurons l'occasion, je l'espère, de retourner ensemble dans cette école, de parler à ses enseignants, à sa directrice et à ses tout petits enfants qui étudient pour continuer à faire vivre la mémoire de Mila Racine. Merci beaucoup. Mes chers collègues, on va procéder à un vote solennel sur cette délibération qui nous importe tant. Donc, personne ne s'y oppose, bien sûr que non. Personne ne s'abstient non plus, bien sûr que non. Et cette très belle délibération, la dénomination de l'école Mila Racine à l'école Bulley, est donc adoptée par ce conseil d'arrondissement. Merci beaucoup à tous. Et merci encore André de ta présence. Nous allons maintenant passer à l'étude des délibérations qui suivent. La prochaine est également importante parce qu'elle marque l'aboutissement d'un très long processus qui nous est cher. Il s'agit d'une subvention d'investissement pour notre nouvelle bagagerie. Donc tout le monde sait qu'elle se situera dans l'actuelle maison des associations. C'est Sylvie Scherer qui la présente. Merci beaucoup Sylvie. Je vous remercie Madame la maire. Comment vous dire ma satisfaction de présenter cette subvention pour le financement de plusieurs bagageries, puisqu'il y a du fonctionnement et de l'investissement dans Paris. Je suis extrêmement satisfaite car la création d'une bagagerie dans le 10e est un projet qui a mobilisé la commission solidarité interconseil de quartier. C'est une demande forte des associations de solidarité. C'est un engagement que nous avons, nous, majorité municipale, pris pour ce mandat, que c'est un projet qui a été retenu au budget participatif sur proposition des collégiens du collège Seligman et que Pause Canal verra le jour avant la fin de cette année. Je suis ravie que nous ayons réussi avec Emmaüs Solidarité, les services de la mairie du 10e, à travailler sur une proposition innovante qui a obtenu le soutien financier de l'État en conjuguant les services d'un espace solidarité et insertion et d'une bagagerie. Car les locaux où nous allons implanter Pause Canal sont ceux de l'actuelle maison de la vie associative et citoyenne et qu'ils sont assez spacieux pour que les deux équipements s'y côtoient. L'innovation de Pause Canal est de mutualiser une laverie, un espace d'hygiène, un espace soins et un cyberespace. La bagagerie offrira le lien qui permettra aux plus fragiles de déposer leurs biens les plus précieux dans l'un des 88 casiers sur orientation des associations du territoire, tandis que l'espace Solidarité Insertion proposera des prestations de première nécessité, dont le repos et l'accompagnement social adapté au public accueilli. Cette implantation d'un 3e ESI dans le 10e va permettre aussi de consacrer celui de la rue Bichat exclusivement aux femmes à la rue. Nous savons que celles-ci sont en grande vulnérabilité, en situation de rue et dans les accueils de jour inconditionnels. Elles ont tendance à disparaître quand la proportion d'hommes devient trop importante. Nous allons pouvoir leur proposer un espace de pause protégé et cela ne peut que nous satisfaire. Si un espace solidarité insertion fonctionne avec des professionnels, les bagageries à Paris sont structurées par le bénévolat. Il nous reste aujourd'hui à travailler avec Emmaüs Solidarité au recrutement de ces bénévoles. C'est pourquoi nous animerons conjointement une réunion publique le 10 juillet prochain dans les locaux de l'AMVAC pour présenter ce projet aux habitants du 10e. Vous l'avez compris à mon propos, je vous invite tous à approuver cette délibération qui accorde 5 subventions de fonctionnement, soit 25 715 € aux bagageries existantes, et 2 subventions d'investissement, soit 410 000 € aux bagageries à venir, dont la nôtre. Je vous remercie. Merci beaucoup Sylvie Scherer. Très précieux projet, très attendu. Philomène Juillet, c'est à vous.
Merci Madame la maire, merci Sylvie Scherrer. La ville de Paris renouvelle donc par cette délibération son engagement à l'égard des personnes précaires et des associations leur venant en aide en apportant un soutien financier, vous l'avez dit, aux 13 bagageries qui existent déjà dans 11 arrondissements, installées au sein de bains-douches ou dans des locaux indépendants, mais aussi, et c'est plus original, dans la crypte d'une église. Et c'est là l'acte 2 du pacte de lutte contre l'exclusion et notamment son objectif numéro 4, enrichir l'offre pour répondre aux besoins primaires des personnes. Mais dans le 10e, c'est bien plus que cela. Et quel plaisir et quelle fierté de pouvoir en débattre ce soir. Il s'agit d'allouer au titre de 2025 une subvention d'investissement pour installer la bagagerie Pause Canal portée par l'association Emmaüs dans les locaux de la Maison de la vie associative et de la citoyenneté. Une bagagerie, c'est un lieu sûr pour mettre à l'abri ses affaires personnelles, vêtements ou documents. L'une des premières inquiétudes des personnes sans domicile fixe est en effet de se faire voler purement et simplement ses affaires, sans parler de la complexité à se déplacer toute la journée avec des sacs de voyage de plusieurs dizaines de kilos parfois. Qui plus est quand ces personnes sont des femmes, parfois avec des enfants et souvent ballottées de gymnases en hébergement provisoire. Dans l'agglomération parisienne, une personne sans domicile sur 3 a un emploi, les autres sont en recherche active. Que ce soit pour se rendre au travail ou pour en trouver un, la possibilité de disposer d'un tel lieu que la bagagerie est une aide considérable. Mais c'est aussi bien plus que ça. Il ne s'agit pas de simples consignes anonymes. Les bénévoles œuvrant dans ces bagageries contribuent à créer un climat convivial, tissent de profonds liens de confiance avec les bénéficiaires qui gardent la liberté ou non de se livrer, de se raconter. Car ranger ses affaires dans un casier, c'est aussi littéralement poser son sac, à défaut de le vider. Se poser dans un endroit pour un certain temps, accepter de faire une halte, une pause. La ville de Paris encourage par ailleurs dans ses bagageries les initiatives visant à faire participer les bénéficiaires et à les rendre purement et simplement acteurs du fonctionnement de la structure, que ce soit en adhérant à l'association, en siégeant dans son conseil d'administration ou encore en y assurant des permanences. Ce lieu qui prendra toute sa place dans le 10e et dont nous parlons ce soir est un lieu d'accueil innovant, car la bagagerie est associée à un accueil de jour labellisé Espace Solidarité Insertion, et vous en avez parlé Madame Scherrer, intégrant un espace d'hygiène, une salle de bain, une laverie et un espace médical et de soins. Alors, augmentant par conséquent la capacité d'accueil de notre arrondissement, ce nouveau lieu démontre une fois encore, et s'il en était besoin, notre volonté de faire une place à chacun d'entre nous, de nous soucier des plus modestes et des plus fragiles, et surtout de donner son sens le plus noble au mot solidarité, celui de l'obligation morale d'assistance mutuelle. Merci beaucoup Philomène Juillet. Sylvain Réfaud, vous avez la parole. Merci Madame la maire, mes chers collègues. C'est une délibération extrêmement importante, effectivement, l'arrivée de cette bagagerie dans notre arrondissement, dans le quartier de Stalingrad, qui est un des quartiers où on rencontre le plus de personnes en difficulté. On parle souvent, dans les politiques de lutte contre la pauvreté, on parle souvent de logement d'abord. Et c'est effectivement un objectif important, mais pour les personnes à la rue, le premier besoin, c'est aussi de pouvoir poser ses affaires quelque part en sécurité pour aller faire une démarche, pour pouvoir faire un certain nombre d'activités qui paraissent évidentes pour nous autres qui avons un domicile, mais qui sont complètement difficiles pour les personnes à la rue et qui ont besoin de ce point d'ancrage pour laisser leurs affaires. Et puis ce projet Pause Canal, ça a été dit déjà, c'est 80 casiers et puis un accueil de jour labellisé ESI et qui est aussi une façon de prendre en charge les personnes, de les accompagner du point de vue sanitaire, social et faire en sorte d'avoir un point de contact qui soit aussi un lieu socialement extrêmement utile. Je voulais souligner aussi le fait que ce projet, financé à hauteur de 280 000 € par la ville, eh bien, il a été voté au budget participatif. C'est quelque chose, on sait que le budget participatif finance beaucoup de la végétalisation dans l'espace public, il y a beaucoup d'attentes sur ces questions-là. Eh bien, il y a aussi des attentes en termes de solidarité et je crois que c'est important de le souligner, effectivement. Les Parisiennes et les Parisiens, particulièrement celles et ceux du 10e, j'ai envie de dire, se sont mobilisés aussi pour faire en sorte de venir en aide aux personnes à la rue en ouvrant notamment cette bagagerie. Il va y avoir
la réunion le 10 juillet. Je trouve que c'est important que cette réunion ait lieu. Je voulais remercier Sylvie Scherer de l'organiser parce qu'évidemment, il y a un nouvel équipement qui va ouvrir et donc il y a des questions qui se posent dans le quartier. Et je crois que c'est aussi la bagagerie, c'est aussi une façon de réduire l'errance visible et finalement de limiter les tensions dans l'espace public et la violence que renvoie aussi le fait de croiser des personnes à la rue avec toutes leurs affaires autour d'elles. Je voulais terminer en disant un mot sur la Maison de la vie associative et citoyenne, parce qu'on dit la bagagerie va dans les locaux de la Maison de la vie associative et citoyenne. Mais la Maison de la vie associative et citoyenne ne va pas nulle part, puisqu'elle va dans la caserne. Enfin, le kiosque citoyen de la caserne va ouvrir, rue Philippe de Girard. Donc c'est des locaux plus spacieux, une organisation qui va se mettre en place. Je salue Raphaël Bonnier qui a piloté ce chantier. Je crois que c'est important de le dire aussi. Voilà, la solidarité, la participation, la vie associative, tout ça va ensemble. Et effectivement, vivement la bagagerie et aussi vivement le kiosque à la caserne. Merci beaucoup, Sylvain Réfo. Il ne me reste pas grand-chose à ajouter à l'ensemble de vos... Ah pardon, Élie Jousselin, je ne vous avais pas dans ma liste, mais je suis sûre que vous êtes inscrit et je vous donne la parole bien volontiers. Pardon, merci beaucoup Madame la maire, chers collègues. Non, je voulais rapidement au nom du groupe communiste réellement me féliciter de ce beau projet innovant et féliciter toutes celles et tous ceux qui y avaient contribué, à commencer évidemment par vous Madame la maire et par vous Madame Scherer. Je crois réellement que quand on s'engage en politique, dans quelque parti que ce soit, on le fait avec l'ambition d'améliorer la vie des gens. Je crois réellement que lorsque l'on s'engage à gauche, on le fait pour ne pas détourner le regard des gens le plus en souffrance et pour améliorer la vie de celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce que nous faisons avec cette délibération en créant cette bagagerie qui rejoint un maillage déjà dense dans le 10e arrondissement pour notre plus grande fierté de lieu de solidarité. Des pensions de famille à la salle de consommation en passant désormais par la bagagerie et je n'oublie pas la mobile douche pour laquelle vous avez également largement œuvré Madame Scherer. Notre bilan collectif en termes de solidarité dans ce mandat n'est pas mauvais. Je pense aux 2 nouvelles pensions de famille qui auront ouvert leurs portes à la fin du mandat, celle de la rue de Nancy et le foyer pour femmes victimes de violences. Je pense à la mobilisation de l'ensemble de la majorité municipale, réaffirmée par un vœu au dernier conseil d'arrondissement, pour que la salle de consommation puisse rester ouverte après le 31 décembre. Je pense désormais aussi à la bagagerie. Je le disais, cette action fait notre fierté. Permettez-moi aussi de dire que je pense que c'est la moindre des choses dans le 10e arrondissement, cet arrondissement monde avec ses 2 gares et ses 3 hôpitaux. Nous ne pouvons pas nous dire une ville refuge et ne pas mettre les moyens nécessaires pour accueillir dignement. Celles et ceux qui expliquent vouloir continuer à faire de Paris une ville monde, tout en refusant ces différents dispositifs, ne souhaitent en réalité qu'une seule chose, refermer Paris sur elle-même et sur celles et ceux qui peuvent y vivre dignement. Nous faisons collectivement un choix différent et les communistes portent d'ailleurs la volonté d'ouvrir de nouveaux lieux de solidarité, tels des bagageries, mais aussi des laveries solidaires, des épiceries solidaires dans chaque arrondissement, à l'est comme à l'ouest de Paris. Si nous voterons naturellement et dès demain cette délibération, je souhaite finir, Madame la maire, sur un cri d'alarme. Depuis quelques semaines, nous voyons réapparaître de nombreuses tentes dans l'arrondissement. La situation internationale ne peut que nous inquiéter et nous laisser penser qu'un nombre important de personnes risquent de devoir fuir la guerre et leur pays et risquent de devoir trouver refuge ici. L'État ne doit pas une nouvelle fois abandonner Paris, ses habitantes et ses habitants, et surtout celles et ceux qui en ont le plus besoin face à cette situation. C'est tout de suite qu'il faut ouvrir de nouvelles places d'hébergement d'urgence et enfin, par exemple, lancer un vaste plan pour réquisitionner les immeubles vides, ce qui est, une fois encore, de la compétence de l'État. Je vous remercie. Merci, Élie Jousselin. J'ai d'autant moins de choses à rajouter sur cet équipement dont vous avez parfaitement bien parlé, qui était un souhait très fort de la municipalité depuis longtemps et que nous avions eu des difficultés à implanter. Et je suis vraiment heureuse que nous puissions le faire aujourd'hui. C'est vraiment,
d'autant plus que c'est pas un équipement sec, justement, c'est pas du tout, c'est loin d'être uniquement une bagagerie et qui nous rendra de nombreux services. Peut-être rebondir sur une réflexion qui m'a été faite il n'y a pas très longtemps lors du dernier conseil de quartier, avec une question tout à fait sincère d'un habitant qui se demandait si installer un équipement ne concentrait pas les difficultés liées à la pauvreté dans le 10e. Sachez que nous avons toujours eu le raisonnement parfaitement inverse, qui consiste à d'abord constater, comme vous venez de le faire, Élie, il y a un instant, que des difficultés sociales existent et qu'elles sont lourdes et qu'elles sont aussi localisées dans notre arrondissement, notamment autour des gares, mais pas seulement, et que donc la logique voulait qu'on implante des ressources, bien sûr pas seulement dans nos arrondissements du Nord-Est, mais qu'on implante aussi des ressources dans notre 10e pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui y vivent. Et cette logique a été poursuivie par mes deux prédécesseurs avec beaucoup de courage et d'énergie. Vous avez parlé tout à l'heure de la salle de consommation, dite maintenant HSA, qui avait été installée par Rémi Ferraud, mais je pourrais aussi citer la boutique Bourpère, un des premiers carutes de Paris, qui a permis d'accueillir des consommateurs de drogue à l'époque, et sans parler des très nombreux lieux d'hébergement, lieux ressources qui ont ouvert dans le 10e pendant ces 3 périodes. Et je suis donc heureuse que nous ayons à la fois hérité de cet esprit et que nous le fassions vivre et que nous le poursuivions. Merci pour ça. Pour ce qui concerne votre inquiétude, cher Élie Jousselin, il est vrai que nous avons régulièrement beaucoup de monde qui se réinstalle dans des campements dans le 10e et notamment autour du canal, mais pas seulement. J'ai pu constater que nous avons fait 2 opérations de mise à l'abri dans de meilleures conditions avec l'État ces temps-ci. Mais à l'inverse, que nous avons dû ouvrir un gymnase du 10e arrondissement, c'est-à-dire priver des sportifs de leur créneau pour pouvoir accueillir des hommes et des femmes d'ailleurs, j'espère donc que ce début de meilleure collaboration se poursuivra. En tout cas, j'y prendrai toute ma part. Mais en effet, nous avons des besoins qui sont plus importants que les places disponibles et il faut continuer à Paris et ailleurs. À Paris, dans tous les quartiers, de créer des lieux d'hébergement. Merci beaucoup pour ces interventions. Je propose qu'on vote la délibération. Qui s'y oppose, qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Je voudrais excuser notre collègue Bertil Faure qui a dû s'absenter et qui, pour ce conseil finalement, est pour des raisons personnelles. Je vous propose donc, pour un terme d'organisation, les délibérations sur lesquelles il était inscrit seul, nous les votions à la fin de ce conseil avec le bloc de délibération, si cela convient à tout le monde. Nous allons maintenant regarder ensemble la DESOL 107 et c'est Thomas Watanabe qui intervient. Il s'agit d'actions dans le cadre du mois parisien du handicap 2025. Thomas, c'est à vous. Merci Madame la maire, bonsoir à toutes et à tous. Chaque année, le mois parisien du handicap nous engage collectivement. Il ne s'agit pas seulement de célébrer la diversité, mais de rappeler nos responsabilités face à la discrimination qui reste la plus violente et la plus structurelle dans notre société, celle qui touche les personnes en situation de handicap. C'est pourquoi ce mois de juin n'est pas un simple calendrier festif à cet égard, c'est un moment de lutte, de pédagogie et de mobilisation. C'est l'occasion de rappeler que le respect des droits passe aussi par la reconnaissance de tous les corps dans l'espace public. Des corps qui roulent, qui boitent, qui dansent autrement, mais qui ont toute leur place dans notre paysage commun, dans notre culture, dans notre République. Dans cet esprit, je veux saluer tout particulièrement le projet porté par l'association Ailleurs Connaître, qui nous propose une expérience artistique forte et politique. La pièce chorégraphique Les Remarquables. J'ai eu le plaisir d'assister à cette pièce dans la galerie des moulages du Palais de Chaillot et nous avons œuvré depuis pour la faire vivre dans le 10e. Je remercie particulièrement Alice Monchicourt qui a été particulièrement pugnace à cet égard.
10 artistes professionnels, au corps ou au gestuel atypique, petite taille, mobilité réduite, obésité, mouvements compulsifs et j'en passe, danseront jeudi 26 juin à 20h à la gare de l'Est. Attention, il y a une erreur dans l'exposé des motifs, ce n'est pas la gare du Nord, c'est bien la gare de l'Est. Le lieu est signifiant. Choisir une gare, ce lieu de transit, de vitesse, d'agitation pour y installer la lenteur, la beauté, la singularité du mouvement corporel inattendu, c'est une manière de réinterroger notre rapport à la norme, au regard et à la mobilité. C'est faire exister une autre réalité au cœur même de l'espace commun. J'ai l'habitude de rappeler les 80% de handicap invisibles. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de handicap invisible, mais nous parlons de personnes invisibilisées. Et ces artistes ne demandent pas qu'on les tolère, ils occupent l'espace avec fierté. Ils ne réclament pas un regard compatissant, ils imposent un regard juste, ils ne s'adaptent pas au monde tel qu'il est, ils le transforment. C'est pour soutenir cette démarche à la fois artistique, inclusive et profondément politique qu'une subvention de 3 500 € est proposée aujourd'hui. C'est un soutien concret, modeste, mais essentiel pour faire vivre un projet qui nous rappelle que ce que doit être la culture, accessible, représentative et émancipatrice. Parce qu'il n'y aura pas d'égalité réelle sans visibilité des personnes en situation de handicap, dans le travail, dans le logement, dans la gare, dans la ville et dans la vie publique. Et parce qu'un corps différent n'est pas un corps à cacher, c'est un corps à écouter, à valoriser, à respecter, à aimer. Je vous remercie de voter cette délibération et de venir jeudi. Merci beaucoup Thomas Watanabe-Vermorel. Isabelle Dumoulin, vous aviez demandé la parole. Merci Madame la maire, bonsoir à toutes et à tous, merci chers collègues. Effectivement, le mois du handicap, qui est le mois de juin, apporte cet enjeu majeur de la visibilisation des handicaps et là l'appellation pourrait sembler paradoxale puisqu'il s'agit de handicap visible en l'occurrence, mais en fait là par visibilisation il faut entendre effectivement cet enjeu majeur qui est celui d'avoir une égale place dans la cité, de jouir pleinement de ses droits, de jouir pleinement du respect des autres. Et on peut être à la fois hyper visible et en fait hyper marginalisé. Donc c'est bien cet enjeu de l'inclusion qui est porté au cours de ce mois du handicap, mais qui est porté toute l'année parce que, alors des fois on peut avoir l'impression que faire un jour de ceci, un jour de cela, un mois pour ci, un mois pour ça, ce serait une sorte d'opération de communication, une sorte de slogan creux pour se donner bonne conscience. Il s'agit en fait vraiment exactement de l'inverse. C'est ce dans quoi s'engagent tous les élus en charge de ce sujet. Parce qu'en fait, un tel mois vise véritablement à agir sur les consciences citoyennes de chacun, pour que chacun et chacune ressentent comme une exigence absolument évidente le fait que nous ne pouvons plus tolérer une telle marginalisation de toute une partie de la population. Voilà pourquoi, évidemment, à titre personnel, mais nous sommes tous très favorables à cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Alors en effet, il ne s'agit pas d'un sujet ni d'un jour ni d'un mois, mais bien d'un sujet qui doit nous concerner en permanence, tant la marche, et il faut être honnête, qui nous reste à monter, reste haute. Et un travail important a été accompli lors des Jeux Olympiques, un travail qui était à la fois pratique, concret, matériel, qui nous a permis par exemple de rendre la totalité des bus parisiens accessibles et qui a nécessité, on ne s'en rend pas compte, mais un grand nombre de travaux dans les rues de Paris. Et nous avons également travaillé dans chaque arrondissement sur ce qu'on a appelé des quartiers à accessibilité augmentée qui nous ont permis de créer dans un espace, de détecter dans un espace, à la fois dans les équipements et dans les déplacements, des quartiers dans lesquels le handicap, tout type de handicap était pensé. Et donc, de faire une sorte d'expérimentation à l'échelle d'un quartier dans un arrondissement de ce qui doit être déployé dans tout Paris. Et c'est bien ça l'enjeu, évidemment, le déploiement dans tout Paris de ce travail qui a été fait et qui reste devant nous comme un enjeu important et peut-être enfin pris à sa juste mesure. Un autre sujet est aussi le sujet de la représentation. Ces Jeux ont permis, par la place très importante qui a été donnée aux Jeux paralympiques, de porter une représentation
positive, conquérante du handicap et qui a permis aussi que nous vibrions ensemble sur des épreuves très nombreuses et ça a eu un retentissement qui a largement dépassé les frontières de notre capitale et bien sûr même de notre pays. Mais il ne s'agit pas, qu'il s'agisse du sport handicap ou des autres sujets, de laisser retomber les choses et de refaire exactement comme avant, ce qui semble un des risques qui est couru objectivement quand on regarde les financements qui ont été immédiatement retirés à l'ensemble de ces clubs para et à quel point on ne voit côté ministère aucun travail de fond sur ces sujets. Je crois que le ministère, le sujet sport était celui qui a connu les coupes les plus sévères en termes de budget. La ville, évidemment, ne s'inscrit pas dans cette dynamique, mais on sait qu'elle seule ne peut pas tout. Et moi, je pense on a rencontré l'autre jour, j'ai rencontré l'autre jour un président d'un club para-basket installé dans le 18e. Je crois qu'il faut que nous nous donnions comme objectif d'accueillir et de permettre à des clubs para de s'installer dans chacun de nos arrondissements et de développer leur activité. Je crois qu'il faut que nous nous donnions cet objectif et je me le donne à moi personnellement. Voilà, je le dis et je le donne à ce conseil d'ailleurs. Je nous le donne comme objectif, sachant qu'il faut, je pense, dans tous les domaines, continuer à faire vivre ce qui a vraiment eu un retentissement fort et ne pas décevoir ceux qui se sont tellement engagés pour faire réussir ces moments. Voilà, je referme cette parenthèse, mais dans ce mois du handicap, portons ces sujets, soyons ambitieux et continuons à un peu dépasser les objectifs qu'on se fixe, c'est-à-dire s'en fixer de nouveau. Je propose qu'on passe au vote sur cette délibération. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Merci beaucoup. Alors, forcément, vu la configuration de ce conseil, il est probable qu'on n'ait pas beaucoup de sujets de vote, mais essayons néanmoins de faire vivre ce conseil sur le contenu. Alors, convention annuelle d'objectifs et subventions pour des projets d'animation au titre des temps d'activité périscolaire. Cher Éric Algras, vous nous présentez cette délibération. Oui, merci Madame la maire, chers collègues. Je profite effectivement de ce conseil d'arrondissement dans lequel il n'y a pas énormément de délibérations pour nous permettre de revenir sur cette délibération qui vise à réexpliquer les deux types de temps d'activité périscolaire que nous connaissons sur Paris dans nos écoles. Ça me donne l'occasion de vous rappeler que nous avons deux types d'organisation. La première faisant l'objet d'un appel d'offres qui est renouvelé tous les 3 ans et qui permet au service de la DJS ou de la DAC d'organiser les temps d'activité périscolaire qui sont proposés à nos écoliers. Et puis, il y a un autre dispositif donc, qui s'appelle l'appel à projet qui, lui, tous les ans, permet de pouvoir, au plus près des besoins exprimés par les écoles, de pouvoir proposer des activités qui sont organisées par des associations. Et donc, c'est sur cette petite particularité que je souhaitais faire un zoom d'une certaine manière aujourd'hui pour vous rappeler cette particularité parisienne et notamment, sans vous en faire lecture, puisque vous l'avez dans le projet de délibération, sans vous faire lecture des associations qui sont concernées par ces activités périscolaires, rappeler que ça nous permet d'être vraiment au plus près de nos, des besoins qui sont exprimés dans nos écoles et plus particulièrement une de ces associations
qui agit dans le domaine de la nutrition. Et ce n'est pas sans lien, bien entendu, avec la manière dont, vous le savez, on traite ces sujets de nutrition dans nos cantines, avec un taux très élevé aujourd'hui, pas encore suffisant, mais très élevé, notamment de produits qui relèvent de qualité dans les assiettes qui sont servies. Et donc, du coup, il y a un lien important que nous essayons de mener entre notamment les écoles élémentaires et le réflexe vis-à-vis de la nutrition. Voilà, donc je voulais revenir simplement là-dessus pour vous dire que ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants, dont les crédits sont maintenus, ça c'est important aussi. Ça me permet de saluer aussi tout l'effort qui est fait, notamment par l'adjoint aux finances de Paris qui est autour de cette table, pour rappeler que tout ce qui concerne l'école périscolaire notamment, et tout ce qui touche à l'alimentation est préservé de manière extrêmement importante malgré des coupes budgétaires auxquelles nous sommes malheureusement tenus. Voilà, Madame la maire. Merci beaucoup, Éric Algrin. Pauline Joubert, vous aviez demandé la parole sur cette délibération. Oui, bonsoir Madame la maire, bonsoir chers collègues, je vous remercie. Je souhaitais en effet m'inscrire sur cette délibération pour parler d'école publique, alors que le gouvernement rencontre toujours des difficultés majeures pour mettre un professeur devant chaque classe, rentrée après rentrée, alors que le gouvernement souhaitait supprimer la décharge pour les directrices et directeurs d'école de moins de 13 classes, un investissement porté, assumé par la ville, et que nous poursuivrons le combat dans les prochaines années, puisque rien n'est acquis totalement à ce stade. Et alors que les fermetures de classes se poursuivent à Paris, près de 140 à Paris et 10 dans le 10e cet automne, à un rythme, on le sait, bien plus élevé proportionnellement que dans le reste de la France, la gauche à Paris, la gauche d'Anne Hidalgo, continue d'investir dans l'école publique dès le plus jeune âge pour donner des clés à tous les enfants. En septembre, cela fera 10 ans que ces ateliers, ces temps d'activités périscolaires ont été mis en place pour les enfants en maternelle, éveil corporel, artistique, cognitif, linguistique, activités d'exploration et de découverte, alternant jeux en autonomie, activités d'éveil et moments plus calmes. Pour les enfants en élémentaire, art du spectacle, art plastique, loisirs créatifs, découverte des civilisations, patrimoine, langue, sciences et numérique, citoyenneté, développement durable ou encore santé et bien-être. Je ne les cite pas tous, mais le panel est très large et diversifié. Et la ville le fait avec une ambition, celle que l'école doit rester ce lieu d'émancipation, de découverte, d'apprentissage ensemble, avec du personnel formé, l'école, des métiers de la DASCO, et avec de vrais moyens. Et cette délibération qui est soumise à notre vote ce soir présente 80 projets pour les maternelles et 124 en élémentaire dans près de 176 écoles. Et donc le groupe Paris en commun, socialiste, écologiste et progressiste, votera donc avec plaisir cette délibération. Merci à tous les deux pour vos mots. Merci aussi de rappeler combien le service public de l'école est un service public précieux et aujourd'hui attaqué, véritablement attaqué et d'une manière sans précédent à Paris, puisque avec ces 3,5% de baisse démographique dans le contexte d'une baisse démographique nationale, de baisse de démographie à Paris, nous avons connu 25% des classes fermées de toute la France. Ce qui montre bien le contraste énorme entre l'investissement de la ville de Paris sur ces écoles, c'est-à-dire le fait que le budget par enfant grandisse d'année en année et progresser significativement, y compris dans les parties périscolaires, évidemment, et le désinvestissement global de l'État, notamment en termes d'enseignants devant les classes. C'est regrettable. Je crois qu'il nous faut continuer à organiser la résistance sur ces sujets et à la faire vivre au quotidien. Merci d'ailleurs à l'ensemble de ce Conseil d'être toujours mobilisé sur ces sujets. Je vous propose qu'on vote cette délibération. Qui s'y oppose?
Personne qui s'abstient, personne, elle est adoptée. La délibération suivante concerne les quartiers politiques de la ville parisien et plus largement les quartiers populaires. Oui, merci. Merci Madame la maire. Pour cette délibération des DCT 117 qui, un peu comme la précédente délibération d'ailleurs, nous permet de pouvoir nous poser aussi un peu, voilà, puisqu'on a un peu de temps ce soir, pour parler de sujets qu'on n'a pas nécessairement toujours le temps d'aborder. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un zoom aussi sur ce que l'on appelle la convention pluriannuelle d'objectifs. Cette convention pluriannuelle d'objectifs est un engagement de la ville de Paris qui porte sur 3 années consécutives en direction des associations et qui a pour vocation à s'inscrire dans une logique de consolidation des actions. En l'occurrence, là, il s'agit, vous les connaissez toutes les 4, les 4 associations dont il est question, puisqu'il s'agit de Magab, Étonnant Cinéma, Ngambart et Les Rameaux, qui sont des acteurs majeurs de notre arrondissement, mais qui ont vraiment besoin d'être soutenus au quotidien parce que c'était rappelé d'ailleurs sur l'offensive du gouvernement à vouloir absolument réduire nos moyens dans le monde de l'éducation, mais il en est absolument de même dans le domaine de la politique de la ville. Et nous avons été amenés d'ailleurs à devoir subir des diminutions extrêmement sensibles, et encore sensible n'est pas le bon mot, sur les quartiers populaires et plus particulièrement dans le 10e arrondissement. Donc cet accompagnement sur ces signatures de conventions pluriannuelles sur 3 ans permettent à ces associations de réaffirmer à la fois leur présence sur le terrain, d'avoir un objectif à moyen terme beaucoup plus serein et de pouvoir apporter par cette politique de proximité toujours plus d'actions en direction des quartiers solidaires pour plus d'éducation, de culture et d'animation autour du vivant. Je tiens à remercier, d'ailleurs j'en profite pour des quelques instants qui me restent pour remercier les services de la ville de Paris parce qu'ils agissent de manière extrêmement mobilisée. Voilà, donc sans ces services, il serait difficile de pouvoir arriver à mener à bien tous ces projets, notamment grâce au comité de pilotage et bien entendu aussi à tous les bénévoles qui s'inscrivent dans les actions de ces associations. Voilà, donc je voulais vraiment insister là-dessus, sur ces 4 associations qui témoignent de la vitalité associative en direction des plus démunis dans notre arrondissement et je vous invite à voter cette délibération. Merci beaucoup. Éric Algrin, Wadiabi, vous m'aviez demandé la parole sur cette délibération. Je vous remercie, Madame la maire. Bonsoir, mes chers collègues. Donc à travers cette délibération, on parle de présence, de confiance et d'engagement dans nos quartiers populaires. Avec le pacte parisien pour les quartiers populaires, la ville de Paris s'est dotée d'un outil fort pour mieux connaître les inégalités territoriales et y répondre avec des moyens concrets. Ce pacte permet plus de visibilité pour les associations, plus de continuité dans les financements et plus de travail commun entre les institutions et les acteurs de terrain. C'est grâce à cette démarche que des structures de proximité peuvent construire des projets sur plusieurs années, sortir de la logique du court terme et vraiment s'ancrer dans la durée. Et dans le 10e arrondissement, on en voit les résultats. Donc avec les associations citées par Monsieur Algrin, donc avec Étonnant Cinéma qui propose aux enfants un autre regard sur les images, avec les mamans de la Grange Aubel qui recréent du lien, de la confiance et agit pour mieux vivre ensemble dans un quartier qui bouge, avec Ngambart qui utilise la culture pour redonner de la fierté au quartier, un lieu de créativité, d'énergie et de rencontre, et avec Les Rameaux qui soutient des personnes qui apprennent le français, qui reprennent confiance, qui trouvent leur place dans ce pays. Et donc toutes ces associations ont un point commun, elles font vivre le lien social au quotidien. Ce que permet aujourd'hui le pacte parisien, c'est de les reconnaître, de les accompagner et de leur dire on est là, à vos côtés, pour construire un avenir avec plus juste et plus solidaire. Donc dans un contexte où certains voudraient opposer les quartiers, les populations, les territoires, nous à Paris, on choisit d'investir, de faire ensemble et de croire dans les dynamiques locales.
Alors, voter ces subventions, c'est important car c'est une manière de dire qu'on ne laisse personne de côté et qu'on construit une ville pour toutes et tous. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup à tous les deux. En effet, parfois, on a des questions un peu étranges et qui nous disent « mais enfin, ces petites sommes que vous donnez aux associations, est-ce que c'est bien utile ?» Et est-ce que, en réalité, c'est cet investissement dans le temps d'encouragement des mouvements citoyens, des associations, des jeunes des quartiers, parfois des adultes des quartiers qui s'organisent. On a les anciens de la GAP, par exemple, qui je trouve est un exemple parfait d'enfants du quartier qui, à un moment donné, se sont dit on va rendre, on va faire quelque chose pour les plus jeunes et on va faire vivre notre quartier qu'on aime. Toutes ces actions qui peuvent paraître petites chacune et avec un petit rayonnement, tout ensemble, coordonnés, avec des objectifs qui sont partagés, avec une vision discutée régulièrement, nous permettent d'avoir des quartiers qui vont beaucoup mieux. Et dans cette ville, d'avoir de nombreux quartiers qui vont beaucoup mieux. On a connu, pour les plus anciens dans le 10e, des moments bien moins drôles et des moments tragiques même dans ces quartiers. Et avec ce travail, avec l'aide aussi, davantage avant que maintenant, il faut bien dire la vérité, mais les services de l'État, on a pu faire un travail formidable. C'est pour ça que je suis si frustrée, si régulièrement frustrée, de voir que l'État se désinvestit de ces programmes précieux de tissage de liens dans les quartiers et d'accompagnement quasiment individuel des enfants et des familles. Frustré aussi qu'une fois que ça marche, on arrête, alors que c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Les choses qui marchent, il faut les poursuivre. Elles ne sont pas très onéreuses, vous avez pu voir, c'est des petits montants. C'est du 3 000, 2 500, mais qui fait beaucoup, parce que ces actions se démultiplient, et puis ça permet aussi d'aider les familles au fur et à mesure des années et dans le temps. Donc pour ce qui concerne la ville, on va continuer, ça c'est certain. On va continuer en compensant au moins une partie, mais j'essaye avec mes collègues et on continue à essayer de convaincre l'État que ces petits investissements font du grand travail très efficace. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on vote la délibération. Bon, je crois que personne ne s'y oppose ni ne s'abstient. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Et on peut passer maintenant à qu'on puisse vous donner la répartition du fonds d'animation locale qui est attribué au 10e arrondissement. C'est vous, Raphaël Bonnier, qui allez vous en charger. Merci Madame la maire. Bonsoir chers collègues. Alors avec cette délibération, on va rester dans les petits montants, mais les petits montants vraiment précieux, parce que ce fonds d'animation locale, dont je vais vous détailler l'utilisation pour 2025, est une des réalisations importantes de ce mandat en termes de proximité avec les Parisiennes et les Parisiens et de pouvoir de décision confié aux arrondissements. Depuis 2022, les arrondissements disposent en effet d'une partie de fonds de subvention qu'elles peuvent décider d'attribuer elles-mêmes à des associations. Et c'est une innovation qui montre que dans ce mandat, nous avons renforcé la proximité et la démocratie locale, contrairement à la tendance que nous observons actuellement dans le débat public de toutes celles et ceux qui, sous prétexte d'un tripatouillage électoral, veulent réformer la loi PLM et concrètement affaiblir les arrondissements. Mais c'est un autre débat. Ceci dit, le Conseil sert aussi à exprimer ce genre de choses et je pense qu'il est toujours d'actualité. Alors, avec ce fonds d'animation locale, nous disposons de 21 250 € qui vont être répartis pour 4 associations qui portent des actions extrêmement intéressantes et importantes, avec comme fil rouge cette année le choix d'investir dans les quartiers populaires du 10e arrondissement. La première association qui bénéficiera donc d'une subvention de 3 500 €, c'est l'association Tuvitudi, qu'on appelle souvent sine qua non, qui porte des actions extrêmement intéressantes
auprès des femmes pour les aider à trouver leur place ou reconquérir leur place dans l'espace public à travers la pratique du sport, avec des actions qui peuvent être en mixité. Et un certain nombre d'élus ici ont déjà participé aux courses de Sine Qua Non. Je salue les performances sportives de Kim Cusano et de Philomène Juillet récemment. Mais c'est aussi des actions en non-mixité qui seront menées auprès de femmes des quartiers de la Grange-Aubel et du Buisson-Saint-Louis pour les aider à trouver pleinement leur place dans l'espace public. On sait que c'est un enjeu extrêmement important et ça représente bien notre action de ville féministe. Deuxième subvention pour l'association L'Âme Lune qui va porter cet été dans le Buisson-Saint-Louis un mini-festival avec des concerts, des spectacles et de l'animation locale pour tous les habitants de ce quartier, quel que soit leur âge, leur origine, leur culture. Et c'est vraiment des actions aussi comme ça qui font la joie de vivre dans nos quartiers avec des aménagements qui permettent de transformer aussi l'utilisation de l'espace public. Je pense à la nouvelle place du Buisson-Saint-Louis qui est en cours de livraison, au jardin du Chalet transformé et étendu grâce au budget participatif que nous aurons le plaisir d'inaugurer mardi prochain à 17h avec également un conseil de quartier qui aura lieu dans le jardin pour l'inauguration. Et donc ce mini-festival pour une somme de 2 000 € va permettre de réaliser ces animations avec environ 150 habitants attendus pour cette festivité. On aura également une subvention de 8 000 € pour le CRL10 au titre d'une manifestation culturelle extrêmement connue et reconnue qui va bien au-delà d'ailleurs en termes de rayonnement des frontières du 10e arrondissement, c'est les Voix sur Berge, la 30e édition cette année autour du canal, plus de 200 chorales qui vont se produire toute la journée sur 21 sites, ce qui permettra aussi d'admirer quelques jours avant l'ouverture de la baignade la transformation spectaculaire de ce canal au cours de ce mandat. Et j'en profite pour avoir aussi à ce moment-là une pensée pour Jean-Marie Biraud qui nous a quittés en novembre 2023 et qui était le fondateur de cette manifestation culturelle des Voix sur Berge et dont je suis certain qu'il aurait été extrêmement heureux de participer à cette 30e édition et de voir ce qu'est le canal devenu en toutes ces années. Et puis je terminerai, mais en 15 secondes, je suis sûr qu'Élie Jousselin complétera, par parler d'Ocebo, association d'artistes et d'artisans du quartier Sainte-Marthe, que nous avons fait le choix de soutenir à nouveau cette année dans l'action judiciaire qu'il oppose à la Cine, le bailleur, l'un des bailleurs qui contribue malheureusement à gentrifier le quartier populaire de Sainte-Marthe. Et donc, à travers cette subvention de 8 000 €, nous souhaitons manifester concrètement notre soutien à l'action d'Ocebo. Et je laisserai, puisque j'ai plus le temps, Élie Jousselin sans doute parler de ce quartier puisqu'il s'y intéresse beaucoup. Merci de voter cette délibération. Merci. Donc, Élie Jousselin, la perche vous est tendue. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues et cher Raphaël Bonnier. Quelques mots, donc, je ne suis pas sur la bonne feuille, mais pour se féliciter cette année encore des associations et des projets que la mairie du 10e décide de soutenir à travers ce fonds d'animation locale qui traduisent bien, je le crois, nos priorités politiques et qui ne peuvent que satisfaire le président du groupe communiste, c'est-à-dire la promotion du sport féminin à travers Tu vis, tu dis, la culture en permettant de célébrer effectivement comme il se doit les 30 ans des Voix sur Berge le 29 juin prochain. Et je voulais également avoir une pensée, comme vous venez de le faire, pour Jean-Marie Biraud, le soutien au spectacle vivant avec l'Âme Lune, mais donc bien sûr également la lutte contre la spéculation immobilière et commerciale avec cette nouvelle subvention pour l'action juridique d'Ocebo. Je voulais qu'on prenne le temps de s'arrêter sur cette dernière car elle est, je pense, symptomatique de ce qu'une majorité municipale de gauche peut faire, à contrario d'une majorité municipale de droite, et je suis désolé d'en parler, alors qu'on est entre nous. On l'a suffisamment dit ici concernant Sainte-Marthe, l'action politique prend du temps. Depuis le début du mandat, nous avons agi en préemptant des locaux par une nouvelle réglementation pour protéger les locaux commerciaux, en votant un budget participatif, en débloquant un budget particulier pour ce quartier. Sur le terrain, les effets concrets mettent du temps à se voir et nous aimerions toutes et tous que les choses aillent plus vite, de ne plus perdre de temps pour savoir par exemple si c'est telle ou telle direction qui doit faire les travaux. Si l'action politique prend du temps, l'action juridique est longue aussi. En tant qu'élus locaux, notre rôle n'est pas de rendre la justice à la place de celle-ci. Par contre, nous devons nous assurer que chacune et chacun puisse se défendre à armes égales. Nous l'avons suffisamment dit aussi ici, les artistes et artisans de Sainte-Marthe qui luttent contre la spéculation immobilière et commerciale
font face à une puissance financière importante qui a tous les moyens financiers pour se défendre. Il n'est pas question que l'on laisse la finance décider de la spéculation dans un quartier du 10e, et il est normal que la puissance publique puisse aider le petit à se défendre face au grand. Donc oui, c'est une vraie différence avec une majorité de droite, une différence quand il y a 2 ans déjà, on votait une première subvention, une différence quand ce soir, on ne considère pas qu'on a pris notre part il y a 2 ans, mais que nous votons une nouvelle subvention pour dire que nous nous tiendrons toujours aux côtés de celles et ceux, mais permettez-moi de noter que ce sont majoritairement des femmes qui se tiennent debout contre la spéculation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Élie. J'aurais pas pu dire mieux. C'est effectivement un reflet très fidèle des choix et des engagements de notre majorité. Bon, il est certain que si nous avions les moyens d'avoir encore davantage, nos choix on pourrait trouver des gens à soutenir et d'autres associations et d'autres actions à soutenir. Ça, j'en suis convaincue. Mais c'est vrai que cette année, soutenir les 30 ans des Voies sur Berge représente quelque chose de particulier, de spécial pour le 10e. Vous avez tous les deux une pensée que nous partageons tous ensemble pour Jean-Marie, mais aussi pour toute l'équipe des CRL qui, bien qu'en marché délégué, comme la future piscine Château-Landon, font un travail exceptionnel et qui nous accompagnent, y compris dans nos politiques jeunesse depuis longtemps. Donc, heureuse qu'on puisse porter ces sujets tous ensemble. Et puis, c'est l'intérêt du Fonds d'animation locale, c'est qu'on se repose les questions chaque année et que donc on peut chaque année orienter. C'est vraiment une des rares enveloppes qui est ainsi aussi directement à la main de l'arrondissement, chez nous comme ailleurs, et qui nous permet de faire des choix qui sont en fonction des périodes les plus pertinents que nous trouvons. Je vous propose qu'on vote cette délibération. Personne ne s'y oppose, personne ne s'abstient. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je vous propose maintenant, cher Awa Diaby, de nous parler de l'association LIRE, qui développe une action dans le domaine de la petite enfance. Je vous remercie, Madame la maire. Donc, je tiens à exprimer tout mon soutien à l'association LIRE et à saluer le travail mené par Stéphane qui porte avec humanité et détermination une action essentielle de notre territoire, donc lutter contre les inégalités par la lecture, la parole et la culture. L'accès au savoir et aux mots détermine l'inclusion sociale et lutter contre l'analphabétisme, contre l'illettrisme, c'est une responsabilité politique. Et cette lutte, LIRE l'amène à hauteur d'enfants, à hauteur de parents, dans les parcs, dans les centres sociaux, dans les lieux du quotidien, avec bienveillance, sans bruit, mais avec un impact immense. Car ce que fait LIRE, c'est aller là où parfois la parole manque, c'est donner à chaque famille, quelles que soient ses origines, sa langue et son parcours, le droit d'accéder aux récits, aux histoires, à la langue française et à la culture sans condition ni barrière. C'est permettre à des enfants de découvrir le plaisir de lire et à des parents de retrouver leur place comme passeurs d'histoire. Dans le 10e, nous le savons, beaucoup de familles vivent dans une richesse culturelle immense, mais qui n'est pas toujours reconnue. Ce que fait LIRE, c'est offrir un espace de confiance où chacun peut apprendre, transmettre et se sentir légitime dans sa langue, dans ses récits et dans son histoire. Ce travail s'inscrit aussi en complémentarité avec le réseau des bibliothèques municipales qui jouent un rôle dans nos quartiers, donc accueillir, orienter, donner accès à la lecture et aux ressources et aux événements culturels. Mais on sait que pour certaines familles, la bibliothèque peut encore paraître intimidante. Donc LIRE contribue justement à créer ce premier lien, cette familiarité qui permet ensuite aux enfants et à leurs parents de pousser la porte d'une bibliothèque, d'y revenir et de s'y sentir légitimes. Cet été, cette action prendra place au jardin du chalet que nous avons réaménagé dans le cadre du budget participatif 2019 et du plan biodiversité 2025-2030 de la ville de Paris. Ce jardin devient un espace public plus vert, plus ouvert, mais aussi plus juste. Un espace où la lecture prend sa place, au milieu des jeux, des arbres et des familles. En soutenant LIRE, nous faisons un choix politique, celui d'une ville qui fait de la culture un droit,
d'une ville qui considère que le langage, la lecture, les récits appartiennent à toutes et tous dès le plus jeune âge. Merci à Stéphane, merci à l'équipe de Lire pour leur travail quotidien. On ne se contente pas de lire des livres, ils renforcent la démocratie, ils tissent du lien et ils construisent du commun. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci beaucoup à Wadiabi. Thomas Watanabe Vermorel, vous m'aviez demandé la parole. Oui, absolument. Merci à Wadiabi pour cette délibération, évidemment très porteuse de sens. La lecture, c'est un pilier de l'émancipation, donc c'est à la fois l'enfant en devenir, et puis c'est aussi l'enfance heureuse, l'enfant au présent. Car il y a bien un indicateur de la vitalité d'une société, de sa capacité à être juste et humaine, c'est la place qu'elle accorde aux enfants. Et on parle ici on a parlé de la politique éducative avec l'étape tout à l'heure, ça s'infiltre partout. Bien sûr, la politique éducative à proprement parler est essentielle, bien sûr la lecture est essentielle, mais c'est très très global, c'est la vision humaniste fondée en fait sur une réalité tout à fait indéniable, c'est que notre espèce est la seule à avoir besoin de temps et de temps d'adultes pour faire grandir ses petits. Ça s'appelle l'altricialité secondaire, c'est la maturation extrêmement lente du système nerveux central, particulièrement du cortex préfrontal, qui se termine vers 25 ans. Et c'est ça qui fait que l'espèce humaine est obligatoirement une espèce sociale, donc politique, etc. Et nous devons résister à une tendance inquiétante, une dérive progressive de notre société, c'est la montée des injonctions de type No Kids dans l'espace public, les cafés, les transports, la réduction de l'espace accessible ou pensé pour les enfants, ou par les enfants d'ailleurs, et plus globalement une forme de crispation autour de leur simple présence. En 2 générations, les enfants de 10 ans à Paris sont passés d'un rayon d'autonomie d'action de 1,5 km à une poignée de mètres, quelques mètres, parfois pas de mètres du tout, autour de leur appartement. À ce titre, je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire aussi à quel point je me réjouis de voir que Paris a été désignée meilleure ville pour la mobilité des enfants par l'association Clean City et qui a comparé 36 métropoles européennes. Ce n'est pas anecdotique, c'est la reconnaissance d'un choix de société favorable aux enfants et qui a été évidemment particulièrement porté par David Béliard avec les rues aux écoles, la réduction de la vitesse automobile, la place renforcée du vélo. Et c'est une politique municipale qui participe alors que certains à droite voudraient caricaturer, alors évidemment sans notre compagnon de voyage, c'est un peu curieux de sortir cette phrase à la fin, mais certains à droite voudraient caricaturer notre politique municipale comme inhospitalière, repoussoire pour les familles, alors qu'au contraire, elle produit des résultats très tangibles et fondamentaux pour notre société. Merci. Merci beaucoup Thomas Watanabe Vermorel. Bon, vous êtes parti un peu plus loin du sujet de la délibération, mais vos propos sont pertinents. Effectivement, le sujet de la place de l'enfant en ville a beaucoup d'importance. Et si vous soulignez à juste titre que Paris s'est vu récompensé, on considère, nous tous autour de cette table, qu'il nous reste encore du boulot à faire en étirant et généralisant les concepts que nous avons installés dans la ville, notamment les rues aux enfants, rues aux écoles, rues végétalisées, tout ce qui permet de faire diminuer la place de la voiture en ville, qui permet aussi au passage, et on en a eu les mesures, de faire diminuer la pollution et de redonner un peu d'espace, et le mot a beaucoup d'importance, d'autonomie dans la ville. Cette association, comme beaucoup d'autres, nous propose des accompagnements spécifiques. C'est aussi ça qui fait que ce quartier n'abandonne pas les familles, mais les accompagne à tous les moments de la vie. Donc pour ça, je vous propose qu'on vote cette délibération. Qui s'y oppose, qui s'abstient, elle est adoptée. Les délibérations suivantes sont plusieurs que je vais demander à Isabelle Dumoulin de nous présenter, qui concernent toutes des subventions qui ont trait à des associations jeunesse. J'en profite d'ailleurs pour la remercier pour le travail qu'elle ne fait pas seulement dans ce domaine d'ailleurs, mais qui nous a permis sur ce mandat de beaucoup progresser, et notamment dans la coordination et l'implication, la coordination des associations et l'implication des jeunes sur notre territoire. Compte tenu du fait que je lui propose de présenter 4
4 délibérations à la suite, je lui donne un peu plus de temps, tout en lui demandant d'être raisonnable, bien sûr. Et ensuite interviendront Enora Breton et Sylvain Réfaud qui répondront et qui compléteront. Donc, vous avez du temps, mais pas 4 x 4 minutes. Hein, voilà. Merci beaucoup, Madame la maire. Effectivement, je ne vais pas utiliser 16 minutes. Ça a du sens de présenter l'ensemble des délibérations subventionnant des actions à destination de la jeunesse, qui sont déclinées en 4 délibérations dans l'ordre du jour, puisque ça renvoie à la feuille de route d'Hélène Bidard et à laquelle nous souscrivons pleinement, à savoir un bloc pour soutenir l'accès aux droits de façon globale, un bloc pour l'insertion sociale et professionnelle et l'accompagnement à l'emploi, un bloc pour soutenir l'engagement citoyen et le pouvoir d'agir des jeunes, et enfin un bloc consacré aux loisirs, sport, vacances, avec une insistance importante sur le droit aux vacances et aussi la culture. Donc en fait, c'est sous ce prisme-là que la politique jeunesse au niveau parisien et au niveau 10e vise effectivement à faire vivre. Pour l'accès aux droits, pour ce qui concerne, je vais faire le focus sur notre arrondissement bien sûr, mais c'est des délibérations hyper riches. Dans l'accès aux droits, on inclut la question de la santé mentale, donc dans la dimension accès aux droits à la santé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement la santé mentale n'est pas du tout conçue par nous comme un objet isolé, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il ne suffit pas de dire tiens, on finance des projets spécifiquement santé pour répondre aux problématiques multiples de la santé mentale. Donc ça, c'est répertorié par les médecins. La souffrance mentale, voire les pathologies mentales, ne naissent pas de rien. La première grande cause de souffrance mentale, ce sont les violences subies dans l'enfance et l'adolescence, les violences physiques, les violences sexuelles au sein des familles ou des proches. Les autres violences sont majeures, comme déclenchant des souffrances mentales, les discriminations. Tous les types de discrimination, en fait, génèrent de la souffrance mentale. Et donc, en fait, c'est à tous ces aspects que nous devons travailler. J'ajoute que dans les discriminations, il ne faut pas oublier qu'il y a également celle de la pauvreté. Et que certains jeunes subissent, c'est terrible à dire, mais un ensemble de discriminations conjuguées qui peut par exemple se traduire par des grandes difficultés pour accéder au logement, notamment au logement autonome. Et donc c'est le sens qu'il y a dans cette délibération à soutenir les actions à destination du logement. Alors, la fragilité mentale, elle est aussi, en fait, elle apparaît aussi par rapport à une défiance de la société à l'égard des jeunes. C'était évoqué tout à l'heure par Thomas Wanadabé-Vermorel et je voyais notre collègue Raphaël Bonnier opiner du chef quand ça a été souligné la mode du no kids dans l'espace public. Alors, c'est pas que les kids, c'est aussi les adolescents. Il faut voir quand même les levées de boucliers qu'on peut avoir quand on dit on va mettre des bancs, alors du coup il y aura des SDF, puis en fait il va y avoir aussi des jeunes, mais quelle horreur d'avoir des jeunes dans l'espace public. Et en fait, quand on a fait les concertations avec plusieurs groupes de jeunes pour construire notre contrat jeunesse d'arrondissement et qui fixe nos axes prioritaires pour la mairie du 10e avec les acteurs du territoire, il y a quelque chose qui est revenu avec force, qui était résumé en une phrase qu'une jeune fille a très bien exprimée, qui a été « mais faites-nous confiance ». Voilà, donnez-nous les rênes un petit peu au lieu de nous mettre de côté. Et c'est pour ça qu'il y a la dimension de soutien au pouvoir d'agir et à l'engagement citoyen. Ça a été évoqué tout à l'heure à l'occasion de la bagagerie. L'engagement des jeunes du collège Seligman qui ont voulu soutenir dans un projet de budget participatif qu'ils ont conçu le financement de cette bagagerie. Alors, c'est pas que eux, il y a eu d'autres acteurs. Et donc, depuis 2021, je veux saluer tous les établissements scolaires qui ont joué le jeu avec nous de ce projet que nous avons initié, qui a été de mobiliser des groupes de délégués de classe, de délégués écologie, de délégués au conseil de vie lycéenne, au conseil de filles collégiennes, pour concevoir des projets soumis au vote des habitants. Et il faut le dire, l'essentiel de ces projets, c'est porté sur des projets solidaires. Ça a été véritablement ça, très marquant, et les projets en matière d'écologie. Donc, c'est à tout ça que nous travaillons. Je vais faire une liste, 4 minutes 22.
encore un tout petit peu. Je voudrais, parce que c'est important, nommer, saluer les acteurs du territoire sur lesquels nous avons la chance de pouvoir véritablement compter. Dans ces délibérations, nous avons l'Envers de l'Art pour un très beau projet pour la santé mentale. J'insiste aussi sur 2 structures qui sont pour tout Paris, mais qui aident vraiment beaucoup nos jeunes. Le comité local pour le logement autonome des jeunes, le CLAGE, Ensemble de générations qui travaille au développement de l'habitat intergénérationnel, cohabitation intergénérationnelle. Donc ça, c'est pour le volet accès aux droits. Pour l'insertion sociale et professionnelle et l'accès à l'emploi, nous avons 5 beaux projets dans le 10e, celui porté par R10 et tout le travail qu'il fait avec son accueil jeune. On a aussi l'association Initiative de développement local avec un projet de jeunes chefs citoyens. Donc on a toute une sensibilisation à la cuisine, mais aussi au bien manger, à la cuisine solidaire, et c'est un travail en partenariat avec 3 collèges, Seligman, Valmy et Grand-Jaubel. Jeune Saint-Vincent-de-Paul, qui est aussi toujours très engagé dans l'accompagnement à l'emploi, Kedjemab 10, qui fait découvrir les métiers de l'art aux jeunes, N. Gambart, avec son programme régulier et récurrent Coup de pouce. Pour le pouvoir d'agir et l'engagement citoyen, donc outre ce que la mairie du 10e porte en propre, que j'évoquais pour le budget participatif, on a toujours l'engagement de la Corte, bien évidemment, l'engagement du Paris des Faubourgs, notamment sur la notion de laïcité, et l'engagement de SPILS en matière pour agir contre les discriminations et toutes les représentations négatives que l'on peut subir, et en travaillant avec le collège de la Grand-Jaubel et le collège Seligman pour l'accès aux droits en matière de vacances, loisirs, culture, sport. Cash Projet et Kedjemab 10 mènent des actions vraiment très nettes à destination des filles en créant un cours de boxe au féminin pour Cash Projet, de basket féminin pour Kedjemab 10 sur le TEP de la GAB et le TEP GEMAP. Les rameaux, alors là pour des ateliers d'écriture inventive, Jeune Saint-Vincent-de-Paul pour une colo de vacances qui est en fait un chantier solidaire, N. Gambart pour son battle de breakdance et Spils qui emmène une dizaine d'adolescents en vacances en vélo de Paris à l'Auvergne, donc ils vont bien pédaler. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout le détail au niveau parisien. Vous avez tous les documents et donc je vous invite à voter sous cet engagement de notre ville et notre arrondissement destination de la jeunesse. Ça a été souligné tout à l'heure pour l'enfance, je le souligne pour la jeunesse. Nous avons une stricte stabilité d'aide aux associations pour les politiques jeunesse dans notre arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle Dumoulin et Nora Breton, vous avez la parole. Merci Madame la maire, bonsoir à toutes et tous et merci Isabelle Dumoulin pour la présentation de ces délibérations qui, bien que synthétiques, laissent voir comme les précédentes la richesse et la diversité des acteurs associatifs et là en l'occurrence des associations tournées vers la jeunesse. On peut se féliciter à Paris de soutenir ces acteurs dont l'action est malheureusement rendue nécessaire par des politiques publiques qui sont trop souvent déficitaires, surtout lorsqu'il s'agit de solidarité et d'accompagner les publics les plus fragiles. Si on parle un peu plus de santé mentale des jeunes depuis le Covid et que l'explosion des étudiants recourant à l'aide alimentaire a un peu fait réagir, il faut dire que la précarité des jeunes est un sujet sur lequel il reste encore beaucoup à faire. Pour beaucoup, l'entrée dans la vie active est un moment de difficulté. Si on arrive à accéder au logement, ça a été mentionné, c'est là qu'on trouve les taux d'effort les plus élevés. Beaucoup de logements indignes et que le non-recours aux droits est le plus important. Ça concerne 1 jeune sur 2, tandis que pour l'ensemble de la population, on est aux alentours de 30 à 40%. On a tendance à minimiser ces problèmes pour les jeunes, voire parfois à les romanticiser un peu pour les étudiants. Peut-être parce qu'on pense que c'est un âge où on a l'énergie pour y faire face, où on peut se permettre de moins bien manger ou de cumuler les petits emplois mal payés. Pourtant, c'est une période déterminante où les inégalités sociales se creusent si on n'agit pas sur ces sujets. Pour ne pas toutes les rementionner, et uniquement quelques-unes du 10e, on peut à ce titre souligner les projets d'insertion des associations Gambart et Kedjemab 10, qui sont spécifiquement tournés vers les jeunes issus des quartiers prioritaires du 10e. Je mentionne également encore une fois l'association L'Envers de l'Art dédiée à la santé mentale ou encore les Rameaux, qu'on a mentionné dans une précédente présentation de délibération, qui en travaillant à ouvrir l'accès aux droits, l'accès à la culture cette fois plutôt, et à la création dès le plus jeune âge, participe à atténuer les inégalités qui pénalisent souvent les parcours scolaires des enfants issus des classes sociales les plus précaires. C'est tout un ensemble de besoins et de problèmes auxquels ces associations apportent donc des solutions. Et c'est pourquoi, dans un contexte, on l'a encore une fois déjà dit, où l'État diminue de plus en plus les subventions dédiées à ces acteurs, nous allons bien entendu, pour le groupe Paris en commun, voter l'ensemble de ces délibérations. Merci. Merci beaucoup. Et Nora Breton, Sylvain Réfaud, vous avez la parole.
Merci Madame la maire. Mes chers collègues, je ne vais pas refaire les interventions de mes précédentes collègues, mais juste dire que les 4 délibérations que nous avons, elles illustrent les 4 axes de la politique jeunesse de Paris: l'insertion sociale et professionnelle, l'accès aux droits, toute la dimension loisirs, sport, culture, vacances, et puis un sujet auquel je suis particulièrement attaché, le pouvoir d'agir, la capacité pour les jeunes de prendre en main leur destin et de contribuer à des projets collectifs. Je voulais adresser, au nom du groupe écologiste, un merci spécial à Isabelle Dumoulin, avec sa délégation intergénérationnelle, puisqu'elle est en charge de la jeunesse, mais aussi des seniors, des efforts qu'elle fait pour faire vivre ce travail dans l'arrondissement. Et puis souligner quelques aspects qui me paraissent particulièrement importants dans ce qui est proposé dans ces différentes délibérations. La question du logement autonome avec une dimension intergénérationnelle, et c'est là toute la délégation d'Isabelle prend son sens. La question de la santé mentale des jeunes qui est adressée effectivement au travers des subventions, c'est quelque chose qui est important aussi. On voit qu'on est confronté de plus en plus à des questions de santé mentale pour la jeunesse. Et puis, mention particulière, je ne vais pas citer toutes les assos, ça a déjà été fait, mais je trouve les projets de RD sur l'accueil jeune, de IDL sur le jeune chef citoyen particulièrement intéressants. Dans le domaine du sport, la boxe au féminin de Cage Projet, cette priorité qui est donnée aussi au droit aux vacances avec Jeunesse Saint-Vincent-de-Paul qui organise des chantiers solidaires, Spills, un voyage à vélo de Paris à l'Auvergne. Le Paris des Faubourgs, c'est carrément un séjour autogéré qui est mis en place. On en est entre le pouvoir d'agir et la dimension loisirs-vacances. Le sport dans l'espace public avec Kedgemap 10. Et puis aussi, venant de Paris des Faubourgs et de Spills, la lutte contre les stéréotypes et la discrimination, la lutte contre le fondamentalisme et le nationalisme. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. De nouveau, merci beaucoup à Isabelle Dumoulin pour ce travail sur la mandature. Mais aussi, je suis heureuse qu'on puisse faire aujourd'hui valoir cette cohérence entre l'action jeunesse, l'action senior, vous l'avez cité, Sylvain Réfaud, et l'engagement politique de la ville, puisqu'il s'agit évidemment d'aller chercher et concentrer nos efforts sur les familles, populations jeunes y compris, populations seniors y compris, qui en ont le plus besoin. Et c'est ce que vous faites, chère Isabelle, au quotidien. Merci pour ça. On va donc voter ces délibérations les unes après les autres, comme le veut la règle. Je vous propose que nous votions ensemble la DGS 59, qui s'abstient, qui s'oppose. Elle est donc adoptée à l'unanimité. La DGS 60 qui s'abstient, qui s'oppose. Elle est donc adoptée. La DGS 61, même vote. La DGS 62, même vote. Elles sont donc toutes les deux adoptées à l'unanimité et je vous en remercie. La délibération suivante, c'est de nouveau vous, Isabelle, qui avez la parole. Allez-vous nous parler d'un sujet qui nous a beaucoup occupés, puisqu'il s'agit certes d'un avenant, mais de la relocalisation temporaire des activités du centre Paris à Nîmes, adossé aux locaux de la piscine Château-Landon, dont nous parlons beaucoup en ce moment. Merci Madame la maire, je vous remercie. Alors effectivement, c'est notre deuxième avenant à la délégation de service public du CRL10 pour la gestion des 4 centres Paris à Nîmes du 10e. Et voilà, on a tous suivi ça et on a participé activement de septembre 2023 à septembre 2024. Il y a eu un travail très fin et très très dense mené par le CRL10, la direction de la jeunesse et des sports et la direction générale des services, main dans la main pour garantir la continuité du service public rendu par le CPA Château-Landon, qui devait être délocalisé et donc relocalisé ailleurs pour rendre possible ces travaux que nous nous réjouissons d'avoir de la piscine Château-Landon. Alors pour rappel, la totalité
des activités du CPA Château-Landon ont été relocalisées. C'était notre engagement et nous avions bien compris les craintes des habitants du quartier qui n'y croyaient pas que ce serait possible, et ça a été possible avec une mobilisation tous azimuts, je veux quand même le rappeler. Pour cette relocalisation, on a eu notamment un lieu principal, les anciens locaux de la PMI, de la protection maternelle infantile, 47 rue Philippe de Girard, un plateau du bailleur social RIVP qui a engagé d'ailleurs à cette occasion et pour cette occasion d'importants travaux de remise à neuf, et d'ailleurs qui a vraiment beaucoup satisfait les équipes du CRL 10 et les usagers. Donc vraiment, il faut souligner cet engagement de la RIVP dans ce travail collectif. La poterie est accueillie au centre de ressources de la DASCO à l'école Paradis. L'espace parisien d'insertion a accueilli la dimension centre social. Un ancien espace Paris Jeune qui n'était plus utilisé a été mobilisé. Je tiens à souligner la coopération véritablement de bon cœur, sans se faire prier, et gratuite du lycée Colbert et de la caserne qui ont mis des espaces à disposition. C'est important, voilà, cette dimension de solidarité de quartier qui a été véritablement très nette. Mais toute cette solidarité n'empêche pas qu'il a bien fallu, outre toutes les dépenses engagées par la ville, on y reviendra une autre fois, mais il y a eu beaucoup de dépenses engagées par la ville pour ce déménagement. Il y a eu aussi des dépenses engagées en propre, sur fonds propres, par l'association CRL 10. Et donc, comme convenu, comme promis, comme dû et comme normal, il était bien prévu que ces dépenses soient remboursées. Donc voilà, c'est pour ça là-dessus que porte cet avenant. Les dépenses strictement engagées pour le déménagement, soit 79 309,10 €. Donc vous voyez, c'était très précis. Voilà, mais le chemin n'est pas terminé. Ce que je veux dire, c'est que là, on règle cette somme que la ville souhaite évidemment de façon normale rembourser au CRL 10. Mais nous allons bientôt, en septembre prochain, commencer un autre chantier qui est le chantier de la relocalisation. Et en fait, ça ne va pas être juste déménager et hop, on a pris, la mairie du 10e, vous avez pris, Madame la maire, un engagement très fort qui était de dire qu'en fait, tout ça serait l'occasion de faire une véritable belle rénovation des locaux historiques, on peut dire, de l'espace Château-Landon. Nous avons une enveloppe de près de 500 000 € qui pourrait être engagée selon les besoins après détaillés. Donc c'est quand même très conséquent. Et c'est pas juste un coup de peinture. On est sur quelque chose de très fort. Le rez-de-chaussée pourra devenir ainsi 100% accessible. On est vraiment une accessibilité universelle. Donc c'est quand même absolument majeur. Il y a des obstacles structurels qui ne rendent pas possible l'accès PMR dans les étages. Pour l'instant, peut-être qu'un jour on trouvera la solution miracle. Je vous assure, je lâche pas l'idée, j'en rêve toujours, mais je lâche pas. Mais pour l'instant, là, c'est ultra contraint. Mais les autres étages, en fait, vont également être travaillés en matière d'accessibilité. Comme mon collègue le rappelle souvent, 80% des handicaps sont invisibles. Il y a des handicaps visuels, il y a des handicaps auditifs, il y a des handicaps cognitifs. Donc en fait, toute la signalétique aussi du CPA va être repensée pour son accessibilité. Et puis bien sûr le confort, il y a aussi des choses qui étaient mal faites, qu'il faut refaire, évidemment que le CRL10 va être totalement associé à ça. Donc quelques mois après l'ouverture de la piscine Château-Landon, nous aurons le bonheur de faire la réouverture dans ce locaux historique du centre Paris à Nîmes. Et voilà, donc je vous invite à voter dès demain cette délibération. Merci beaucoup Isabelle Dumoulin. Donc vous avez tout dit, y compris le plaisir qu'on aura à voir se réinstaller ce service dans ces locaux à côté de la piscine toute neuve et dans des locaux tout neufs qui permettront aux usagers de ce quartier d'abord de découvrir et de redécouvrir. Vous aviez la parole, Sylvie Scherrer, je vous vois me faire des grands signes. Je vous la donne bien volontiers avant de conclure. C'est très gentil, mais comme vous avez l'une et l'autre été fort complètes, je ne vais pas parler très longuement, si ce n'est que me féliciter à nouveau de la qualité des espaces transitoires qui ont été proposés pour relocaliser l'ensemble des activités de Château-Landon. Je vous avoue qu'on a quand même eu à un moment donné une petite inquiétude sur la relocalisation du centre social, puisque centre social dit territoire, donc il était vraiment important
que cette relocalisation soit bien sur le territoire en question, puisque notamment le financeur principal de cet équipement, qui est la caisse d'allocation familiale, y était fort attentif. Donc je ne peux que féliciter celles, au pluriel, qui ont travaillé sur ce dossier, parce que ça a été fort réussi comme déménagement temporaire. Et de ce que vous nous dites, Madame Dumoulin, il semble que la relocalisation sera tout autant de qualité. Donc je vous en remercie et nous ne pouvons que approuver cette délibération. Voilà, nous allons l'approuver tous ensemble. Vous avez eu le mot de conclusion. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Je vous en remercie. La délibération suivante sera présentée par Laurence Patrice et concerne notre association historique. Histoire et vie du 10e arrondissement. C'est à vous, Laurence. Merci Madame la maire et bonjour à toutes et tous, chers collègues. Voilà donc une délibération qui me donne l'occasion de saluer publiquement le travail formidable effectué par l'association Histoire et Vie 10e. Je me réjouis que la ville de Paris accorde son soutien à ces associations qui, dans chaque arrondissement, font vivre et partagent au bénéfice de tous les curieux l'histoire, le patrimoine, qui tissent l'identité et la mémoire de chaque territoire, avec leurs richesses, leurs particularités, leurs secrets aussi, que nos historiens bénévoles mettent au jour. Par contre, s'il en est dans tous les arrondissements, elles ne sont pas toutes aussi dynamiques et créatives qu'Histoire et Vie 10e, avec qui j'ai, dans mon mandat local et aussi au niveau ville, grand plaisir à travailler et aussi à bénéficier de leurs apports. Cette année, nous avons pu développer en mairie pour toutes et tous un cycle de rencontres, de conférences passionnantes et originales, au point que cette curiosité vient enrichir notre mémoire dans l'espace public, chère Élie Jousselin, car c'est grâce à Histoire et Vie qu'on a découvert la bibliothèque féministe de Marie-Louise Bouglet, installée donc rue des Petites Écuries, ou encore la personnalité oubliée de la peintre Blanche Hochédé, dont l'œuvre a été quelque peu effacée par un patriarcat, dirons-nous, condescendant. Je me réjouis qu'on la mette bientôt à l'honneur en lui donnant le nom du jardin du chalet, et c'est bien grâce à Histoire et Vie. L'association travaille beaucoup aussi à organiser des parcours, des balades dans notre arrondissement avec différentes thématiques qui sont fort suivies, beaucoup autour des femmes, les femmes surréalistes. Ça a été le sujet des dernières journées du patrimoine, et puis là, les femmes combattantes, mais on aura l'occasion d'en reparler. Les femmes combattantes, en fait, c'était dimanche et c'était tout à fait intéressant parce que Marie-Ange Daguillon, la présidente d'Histoire et Vie, a fait ce parcours avec des comédiennes et aussi avec le concours de deux de nos bibliothécaires, l'une de Villon et l'autre de Sagan, et avec une assistante très très fournie. Et effectivement, c'est le propre aussi d'Histoire et Vie de travailler vraiment en partenariat avec d'autres associations et structures de l'arrondissement. Et ainsi, pour les prochaines journées du patrimoine, Histoire et Vie prépare des propositions avec le Conservatoire du 10e, ce dont évidemment je me réjouis. On a aussi pu découvrir un livre que nous avons en partie financé, la mairie du 10e, qui permet de montrer le travail formidable fait sur les années 20, faisant suite à l'exposition que nous avions proposée dans le Haut. Voilà, c'est donc une association qui fait honneur, je pense, à sa créatrice, Janine Christophe, qui nous a quittés. Et nous lui rendrons hommage, comme vous l'avez souhaité, Madame la maire, ainsi que l'a souhaité Rémi Féraud, après les vacances d'été avec sa famille. Donc je ne peux que vous encourager à voter allègrement cette délibération. Merci beaucoup, Laurence Patrice. Élie Jousselin, vous m'avez demandé la parole.
Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Alors, quelques mots qui vont vraiment être très rapides, car je voulais surtout que Laurence Patrice puisse présenter cette délibération et rappeler le travail que fournit chaque année Histoire et Vie pour le 10e arrondissement. Et Laurence Patrice a à peu près dit l'entièreté de ce que je voulais également dire. Donc, il me semblait important de rendre hommage effectivement à Histoire et Vie du 10e cette année, alors qu'il y a quelques mois, Janine Christophe nous a quittés. Rappelez qu'on est très heureux de lui rendre hommage au mois de septembre. Je ne rappellerai pas l'entièreté des conférences organisées par Histoire et Vie. Je ne rappellerai pas les très bonnes idées fournies par Histoire et Vie de Marie-Louise Bouglet à Blanche Hochdé. Je m'arrêterai un instant néanmoins, même si ça a déjà été dit, sur le parcours sur ces visites de terrain, parce que avant le parcours de femmes, moi je pense à ce qui a été organisé en lien avec la bibliothèque Billon sur la place du colonel Fabien. Et donc effectivement, par exemple, encore dimanche dernier, le parcours de femmes à laquelle, donc ce parcours et cette promenade à laquelle on a pu participer avec mes camarades Philippe Guterman et Laurence Patrice, qui permettait d'aller sur les traces du parcours de femmes combattantes, ce parcours de femmes qui a été créé dans chaque arrondissement par Laurence Patrice et que nous avons décidé dans le 10e arrondissement avec vous, Madame la maire, et avec vous, cher Kim Cusano, de consacrer aux femmes combattantes du 6 septembre à Leila Solemes, à Kenekansis, Fidan Dohan, en passant par Marielle Franco, les prisonnières de Saint-Lazare ou Gina Macha Amini. Bref, Histoire et Vie du 10e, c'est une association patrimoniale et historique primordiale de notre arrondissement qui participe également, comme elle l'a encore fait samedi, lors de la Petite Istanbul, à de nombreuses fêtes de l'arrondissement pour continuer à faire connaître à toutes les générations de l'arrondissement notre histoire. Naturellement, au cas où vous auriez encore un tout petit doute, le groupe communiste votera cette délibération. Je suis très soulagée, Monsieur Jousselin. Non, bien évidemment, je sais que l'ensemble du Conseil est attaché à sa société historique. C'est vrai que c'est une richesse, surtout une société historique de cette qualité que tous les arrondissements et que toutes les villes n'ont pas, et qui nous permet de rester connectés en permanence avec l'histoire de notre arrondissement, y compris d'en comprendre mieux son histoire pour mieux le transformer. Ça nous est à tous très précieux. Et on a très régulièrement des grandes et petites histoires qui nous relient à ceux qui nous ont précédés dans nos rues et dans les commerces, dans les lieux culturels de l'arrondissement. Tout ça fait vraiment sens. D'ailleurs, tout comme nous avons commencé ce conseil, il est aussi de notre charge, de notre devoir d'élus de transmettre cette histoire du territoire, cette histoire de Paris qui est si riche et qui éclaire un bon nombre de nos décisions en réalité. Donc merci pour cette présentation. Je vous propose bien entendu qu'on passe au vote. J'ai compris que personne ne s'abstiendrait. Simple explication de vote. Je vous rappelle, Madame la maire, que ni Monsieur Ulf Clerval et moi-même ne participons à ce vote, puisque nous sommes l'un et l'autre administrateurs de la société historique. Absolument. Je ne vous aurais pas oublié, mais merci de le préciser. C'est bien noté par notre administration. Et donc, nous allons passer au vote. Personne ne s'abstient, personne ne s'oppose et elle est donc adoptée à l'unanimité. La dernière délibération que nous étudierons ensemble ce soir, c'est vous, Laurence Patrice, qui la présenterez. Et il s'agit des festivals qui se déroulent sur notre territoire parisien. Merci Madame la maire. Oui, cette année verra, comme vous le savez, le retour des rencontres photos du 10e, cette biennale qui nous permet de découvrir toute la vitalité de la photographie contemporaine avec beaucoup de jeunes photographes émergents, des artistes plus confirmés pour certains. Donc, ils seront exposés en mairie du 10e, c'est le cas des 8 lauréats de chaque édition. Et pour les autres, ils sont installés dans l'espace public de l'arrondissement et dans différents lieux culturels associés
à l'événement. Les RP10 se tiendront comme toujours à l'automne, du 4 octobre au 11 novembre. Toutes les éditions de ce mandat ont eu pour commissaire d'expo, comme chef d'orchestre, et je dis chef d'orchestre avec 2 FE, S, puisqu'il s'agit des femmes du dynamique collectif FETART, très pointues pour déceler, faire vivre, mettre en scène et en lumière, révéler, si je puis dire, le meilleur de la photographie contemporaine francilienne. Pour rappel, et pour ce qui est des lauréats et lauréates choisis pour l'exposition dans le hall de la mairie, il y a d'abord un appel à projet qui cette année a fonctionné très bien avec la participation d'envoi de candidatures de professionnels de très haut niveau. FETART a fait ensuite une sélection d'une 20aine de projets parmi la 60aine reçus, et ensuite le jury s'est réuni de cette édition qui avait la charge vraiment pas facile vu la qualité des séries très différentes les unes des autres, donc d'en sélectionner 8 à vous faire découvrir dans le hall de la mairie. J'ai participé évidemment à ce choix pour porter la voix municipale aux côtés d'un photographe, ancien lauréat, de 2 acteurs culturels du 10e, la responsable de la galerie Porte B et une des programmatrices du Point éphémère, ainsi que deux personnes qualifiées du milieu de la photo, et puis évidemment la commissaire principale de FETART. L'idée de RP10, c'est aussi d'inviter toutes et tous à des découvertes dans différents parcours dans le 10e, et donc aussi pour ce faire de fédérer les acteurs culturels locaux qui proposent, comme à chaque biennale, un programme satellite associé d'expositions, mais aussi avec des présentations d'ouvrages, une série d'événements variés, de la musique, des débats et des lectures de portfolio. L'idée, bien sûr, en mairie comme dans tous les sites participants, est que cela soit accessible à toutes et tous, gratuitement, évidemment, ça va de soi. Dans la feuille de route de ces dernières rencontres photographiques 10e de la mandature, en plus de propositions qui sont très en prise avec notre temps et qui font écho à la complexité du monde, j'ai souhaité aussi qu'elles traduisent la vitalité des mélanges culturels qui nous enrichissent, avec une attention particulière donnée aussi à la parité, bien sûr, et un parcours plus particulièrement dédié à la création photographique féminine, qui sera aussi un axe de découverte cette année. Voilà, je tiens à dire qu'en plus de la subvention de la ville pour soutenir cet événement phare de l'arrondissement, et réputé bien au-delà, nous avons un budget d'animation locale culturelle du 10e. Avec ce budget, fait un effort assez conséquent pour porter ce festival, pour qu'il soit vraiment à la hauteur de ses ambitions, et témoigner aussi de notre attachement à la culture pour toutes et pour tous. Merci beaucoup. Kim Cusano, vous m'avez demandé la parole sur cette délibération. Oui, Madame la maire, chers collègues, la subvention qui nous est proposée de voter concerne donc l'organisation en 2025 de la 11e édition de la Biennale des rencontres photographiques du 10e. Et vous l'avez dit, c'est un temps fort, voire même emblématique, qui anime notre arrondissement depuis désormais 20 ans. Les rencontres mettent en lumière des photographes professionnels, mais aussi des amateurs, et les photographies exposées trouvent place dans des galeries d'art, mais aussi dans nos espaces publics, dans des centres d'animation, dans nos bibliothèques, dans des cafés. Et avec le jardin Villemain, la médiathèque Françoise Sagan et une 20aine d'autres lieux, notre mairie accueillera une fois encore l'exposition emblématique et phare de ces rencontres des lauréats de l'année, avec notre maison commune qui permettra ainsi au plus grand nombre d'accéder aux œuvres des grands photographes de demain. C'est en effet une formidable expression de la culture telle que nous la voulons à Paris, l'art par toutes et tous et pour toutes et tous. Une expression de cette culture qui vient également valoriser le maillage culturel de notre arrondissement tout en permettant le dialogue entre les photographes et le grand public. Vous l'avez dit, mais je le partage, la photographie contemporaine est d'une grande vitalité. Elle est sensible, elle est libre et engagée, et elle vient documenter avec nuance et un regard toujours précieux notre monde. Donc je pense que cette délibération permet de la soutenir tout en l'offrant aux habitants du 10e, et je vous invite donc à la voter. Merci beaucoup. 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas ? Mais c'est une belle réussite, et puis vraiment cette biennale a réussi à implanter dans le 10e ce qui était déjà, mais pas
en dehors, pas tellement en dehors des murs de la bibliothèque qui jadis habitaient notre 4e étage, mais habitaient le 10e très largement. Aujourd'hui, d'abord, grâce à vous, Laurence Patrice, nous avons régulièrement de très belles expositions dans la mairie du 10e, dont 2 récemment qui nous ont éblouis. L'exposition sur la photographie sociale et donc les lauréats de ce concours, et puis une très belle série sur l'Arménie aussi qui nous a enchantés. Mais nous voyons également des partenaires importants tels la SNCF et la Gare de l'Est installer sur leur grille des séries magnifiques qui rencontrent un large public. Et puis vous avez réussi cet exploit longtemps recherché d'installer sur le Pont des Anges une exposition permanente, renouvelée, qui permet aussi d'avoir de la photographie dans l'espace public. Et évidemment, ça n'est qu'une toute petite partie de votre action. Mais merci pour ça. Ça permet de rendre l'art disponible à toutes et tous dans beaucoup d'endroits différents. Ce qui a toujours été, comment dire, un dada pour moi, c'est-à-dire d'organiser une confrontation qui sorte un peu des lieux dédiés, même si, évidemment, l'écrin de la mairie est un lieu de plus en plus dédié. Merci pour tout ça. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous fêtions les 20 ans de cette biennale en votant cette délibération qui s'y oppose, personne, qui s'abstient, personne, elle est donc adoptée. Nous avons donc la nécessité de voter sur les délibérations que nous n'avons pas, sur lesquelles nous n'avons pas discuté, sur lesquelles s'était inscrit Bertil Faure, sur la DSOL 110, qui s'abstient et qui vote contre personne, elle est donc adoptée. Sur la DAE 151, qui s'abstient, personne, qui vote contre, elle est adoptée. Sur la DAJ2, même vote. Sur la DVD 49, même vote. Sur la DAC 35, même vote. Je vous en remercie. Je vous propose également que nous votions en bloc l'ensemble des délibérations sur lesquelles il n'y avait pas eu d'inscription. Qui s'abstient, personne. Sylvie Scherrer, je n'entends rien. Non, je voulais juste indiquer qu'il y avait... que je ne participerai pas au vote. Alors, j'ai oublié le numéro de la délibération. La DFPE 45. Je vous en remercie, car là aussi, je suis administratrice de l'association qui gère... Quelle vie vous avez? Non, l'administration des associations se fait à titre gracieux et c'est essentiellement du temps que je donne. C'est bien, je vous en remercie. C'est bien ce que je disais. Bravo à vous en tout cas. Donc, revenons à nos moutons. Qui s'abstient? Personne. Qui vote contre? Personne. Elles sont donc toutes adoptées. Je voudrais vous donner quelques informations sur les temps forts du 10e arrondissement d'ici la pause estivale, notamment la réouverture festive du Jardin du Chalet le 24 juin, qui réjouit, vous le voyez, fortement toute l'équipe et Sylvain Réfaud. Donc c'est une fête qui commencera à 17h. Ensuite, vous l'avez entendu, la 30e édition des Voix sur Berge le dimanche 29 juin. Aussi grand moment, vous le savez, les Voix sur Berge, c'est un très grand moment populaire. Puis, le lancement de Paris en scène début juillet, donc ça commence le 21 juin, Paris en scène. Mais pour ce qui concerne Paris-Plage, vous retrouverez Paris-Plage dans le 10e le 5 juillet et la première baignade dans le canal, ça sera le 6 juillet. Vous le savez, cette année, 2 baignades, une le mercredi, une le dimanche, pour multiplier les plaisirs et aussi pour permettre à d'autres publics, notamment le mercredi, les centres de loisirs, d'accéder à cette baignade. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent été. Pardonnez-moi, Madame la maire, puis-je encore vous embêter un court instant et me permettre d'ajouter dans ce calendrier quelque chose que j'ai certes déjà annoncé tout à l'heure, mais ça me semble important, qui est la présentation de Pause Canal, donc le 10 juillet à la Maison des Associations, absolument, à l'AMVAC.
Tout à fait, vous avez eu raison de le rappeler. De mon côté, du coup, je surenchéris et je dirais que je vous incite toutes et tous à participer aux fêtes d'école, ainsi que naturellement à vos conseils d'école quand vous les aurez. Et puis, vous annonce, mais on vous le redira d'ici ce moment-là, que le prochain conseil d'arrondissement se tiendra le 23 septembre, qui est un mardi, à 18h30. Voilà pour les informations. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Il vous en reste un grand morceau cette fois.